pris un petit poids là, pendant le ramadan. Là. Dis quoi? Pendant le ramadan. T'as pris un poids pendant le ramadan. Ouais. Comment ça? Ben, parce que j'étais à la maison tout le temps. Tu sais, d'habitude, pendant le ramadan, je travaille, j'ai les pratiques le soir, puis tout. Fait que, tu sais, je mange consistant, puis that's it. Mais Ouais. là, j'étais à la maison, il y avait les gâteaux le soir. À minuit Ouais. et demi, je me levais. À 1h30, je retournais. Fait que, tu sais, Ah, je faisais pas beaucoup de sport, là. moi, sans ramadan, c'est la même chose que toi. Hein. Salut tout le monde, bienvenue au Piranha Podcast, 7e édition. Cette semaine, on va parler d'un des sports les plus écoutés au monde. Puis souvent qu'on parle de ça, on pense en premier lieu au Super Bowl. Juste faire une comparaison, au dernier Super Bowl, il y avait 114 millions de téléspectateurs qui ont regardé ça. Puis la Coupe du Monde, tenez-vous bien, il y avait plus de 1 milliard de personnes qui ont regardé la Coupe du Monde. Donc, vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler de soccer, ou comme on dit en Europe, de foot. Donc, aujourd'hui, pour en parler, on a deux étudiants athlètes ainsi que le coach de l'équipe, et j'ai nommé Louis-Philippe Campagna, Jonathan Jiménez Cruz et Racine Kebab. Ça va bien, les gars? Très bien. Merci. Ouais, ça va. Excellent. Donc, fidèle à l'habitude, on va faire un petit tour de table de questions que les gens à la maison vous connaissent un petit peu plus. On peut commencer cette semaine avec le coach Racine, nous dire comment que le sport est rentré dans ta vie. C'est quoi ton lien avec l'ETS? Donc moi, je vais commencer avec mon lien avec le TS, ça va être plus simple, ça part de moins loin. J'ai été engagé à l'ETS en tant que kinésiologue en 2014, fin 2014. Et j'avais aussi comme mandat de superviser la préparation physique du soccer et éventuellement, on m'avait aussi dit que ça allait finir par devenir un programme puis qu'il y avait une possibilité pour moi de m'occuper du programme. Donc ça, c'était d'entrer à l'ETS, c'était ça le poste. Okay. Après, le foot, quand c'est entré dans ma vie, ben, comme un peu, je pense, mes deux joueurs ici, c'est depuis tout petit. Donc, je viens des pays où c'est le sport le plus populaire. J'ai émigré au Canada. Je suis resté quand même dans une communauté multiethnique. Donc, ça restait le sport le plus joué. Par contre, petite anecdote rapide, j'ai jamais joué dans une structure d'équipe avant l'âge de 13 ans parce que mon père voulait pas que je joue pour pas que je commence à me prendre la tête à vouloir devenir professionnel puis que je lâche les études, ce qui arrive quand même souvent, on va dire, dans mon pays. Fait que c'est quelque chose que mon père avait peur. Fait qu'il m'a dit non, tu veux pas de soccer. Fait que j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket, j'ai même fait du baseball en arrivant ici au Canada. Mais j'ai fini par retourner au soccer. Puis depuis, j'ai pas arrêté. Puis ça a toujours été quelque chose que j'ai fait à temps plein quasiment. Ton père, il n'avait pas peur que tu te prennes la tête avec d'autres sports, non? Non, il voyait mes notes, puis il m'a dit tant que ça descend pas, ben correct. Non, Okay. pour les autres sports, parce qu'il y a moins de percées. Tu sais, mettons en Algérie, percer au basket, oublie ça. Il n'y a aucun jeune qui rêve de percer au basket en Algérie. Et tu sais, vu qu'il y a moins d'espoir, il s'est dit, ben, c'est pas grave, là, ça, il ne percera pas, anyway, ça ne marchera pas. Mais au soccer, il y avait une possibilité, fait qu'il a quand même décidé que c'était le sport à mettre de côté. Mais bon, on n'échappe jamais trop à sa nature. Et non, ça, tu es devenu coach finalement après combien d'années? Ah ben, dans le fond, c'est ça. J'ai joué au soccer de 14 ans jusqu'à l'âge de 23 ans de façon compétitive. Donc, j'ai joué universitaire moi aussi, mais pour l'Université de Montréal. C'est un de mes passés. Maintenant, c'est des rivaux. Donc, c'est sûr que je ne porte plus du tout aucun vêtement carabin. Mais fut un temps où j'en mettais quasiment tous les jours. Là. Fait que, après ça, en arrivant à l'ETS, puis en commençant justement ma carrière de coaching universitaire, ben, c'est sûr que j'ai mis un petit peu de côté le soccer compétitif comme joueur. Mais j'ai gardé un pied dedans en tant que coach. Puis c'est une des choses qui m'a attiré aussi beaucoup dans le coaching, c'est que je voyais bien que mes performances commençaient à baisser parce que pas, on se trouve une job sérieuse, on se marie, moins de temps, des projets en connexe. Fait que tu sais, jouer dans des niveaux qui demandent 3-4 pratiques par soir, c'est pas toujours le bonheur à la maison quand tu n'es pas là 3-4 soirs semaine. Fait que j'ai mis de côté le côté compétitif comme joueur, mais vu que je coach, ça me permet quand même de rester dans cet environnement-là, de continuer à avoir ce challenge, puis de voir et de participer à du soccer compétitif. Là. Mm-hmm. OK, cool. Puis, merci. Est-ce qu'il y a un des deux gars qui veut se lancer? Vas-y, Joe, si tu veux. Ouais. Fait que moi, c'est Jonathan Jiménez Cruz.
Fallait le dire. Il allait le dire. Il allait le dire moins bien que Kevin. Good job, Kevin. C'est ça. Moi, le soccer, c'est comme Racine l'a dit là, c'est vraiment depuis tout jeune que j'ai commencé à jouer au soccer. Euh, Depuis là, j'ai pas arrêté, que ce soit dans la rue, que ce soit à la cour d'école, que ce soit dans une équipe de structure. Mais moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à l'âge de 9 ans environ. J'ai pas commencé une équipe directement comme à 5 ans, aller jouer pour la ville directement. Mais à partir de là, j'ai vraiment même un peu avant, là, j'aimais vraiment ça le soccer, fait que je me dédiais beaucoup, je mettais beaucoup de temps au soccer. Puis, à fur et à mesure que ça avançait, quand je suis arrivé au cégep, j'ai joué pour le collège de Bois-de-Boulogne. Quand je suis arrivé à l'ETS, j'ai joué pour les Piranhas, puis je joue encore. Depuis la première année jusqu'à maintenant, je joue encore avec les Piranhas. Puis c'est pour de vrai, c'est comme une passion en même temps, là. C'est genre, maintenant, dans ce temps de quarantaine, là, comme, c'est quand même plate que genre, on peut pas jouer tous ensemble, mais ça reste qu'il y a des fois que je sors, je prends le ballon, je vais toucher un peu parce que c'est genre, c'est rendu un peu inné de vouloir toucher le ballon, c'est rendu un peu comme des affaires qui te manquent là si tu touches pas trop. Là. Bah, c'est comme marcher, tu as envie de faire ça tous les jours, ça fait partie de toi un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis genre, tu sais, avec le TS, on joue durant l'automne, durant l'hiver, mais l'été, quand on n'est pas actif avec les Piranhas, chacun de nos côtés, comme Racine disait, on a notre communauté avec le monde qui joue soccer. Ouais, Moi, c'est surtout la Ligue latine. OK. Gang. Puis, ouais. Juste pour expliquer la Ligue latine, en fait, c'est parce qu'à Montréal, il y a plusieurs ligues. Il y a les ligues fédérées, puis il y a les ligues qu'on appelle les ligues suicides. Les ligues où les tacles à la gorge sont permis, donc la Ligue haïtienne, la Ligue africaine, la Ligue latine, la Ligue péruvienne. Donc ça, c'est le genre de ligue que mes joueurs, je leur dis souvent, vous y allez, mais ça vaut risque et péril. Il ne faut pas revenir blessé en septembre, parce que les risques sont là, mais c'est quand même un très bon niveau malgré tout. Ouais. Mais c'est aussi vraiment pour le fun. Là. Tu sais, à la fin, j'aime le sport, puis même, je pense que je peux avoir 35 ans, puis je vais aller jouer au soccer. Ben, c'est bon, ouais, faut que tu peux jouer toute ta vie là, sans problème. Là. Ouais. On va rester en forme. On va rester en forme. Avec Racine à mes côtés, on va rester en forme. Allez, mercredi, là. Ben, c'est environ ça, là. C'est ce qui couvre un peu, je pense. Excellent. Puis tu étudies en quoi à l'ETS? J'étudie en technologie d'information. OK, parfait. Cool, merci. Bon, il reste seulement une personne, Louis-Philippe. À toi. Okay, c'est ça, moi, c'est Louis-Philippe. J'ai 21 ans, puis je suis en génie mécanique à l'ETS. Puis le soccer, pour moi, ça a commencé ligue maison, un peu. Dans le fond, moi, je suis le plus vieux, j'ai deux frères. Puis j'ai aucune famille qui joue au soccer. C'est vraiment juste... c'était dans la communauté, puis on a tous commencé à jouer dans la ligue maison. Puis après ça, c'est devenu quelque chose de plus. Mais je pense que j'ai commencé à jouer au soccer, j'avais peut-être le plus bas âge possible. Donc, c'était quoi? C'est 4 ans, U4, je sais pas. 4 ans? Ouais, 4 ans. Ouais, 4. 4. Fait que je me rappelle que je faisais des châteaux de sable à terre dans le lit. Puis, mais j'aimais ça. Classique Ligue maison. À partir de, je pense, 10 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai été joué à Brossard en compétitif, donc entre les ligues, entre les villes. Puis, mon parcours m'a mené à aller jusqu'à Sainte-Julie. Puis ensuite, une fois que j'étais rendu plus vieux, puis une fois que j'ai passé le U18 où j'étais plus en formation, disons, j'ai joué U21 à Salaberry. Donc, c'est vraiment un autre secteur. Puis, ça m'a permis de vraiment découvrir un autre style de soccer qui, tu sais, à Sainte-Julie, c'est très encadré. Donc, tu avais des coachs, puis tout le monde écoutait ce que le coach disait. Mais quand tu arrives dans un lieu où c'est plus des communautés, puis tout le monde fait un peu à sa tête, puis il n'y a pas vraiment de groupe, genre, de structure de groupe, ça m'a permis de voir vraiment un autre soccer que je connaissais pas, puis de me développer. C'est plus technique ou... Ben oui, plus technique, de un, puis de deux, c'est, comme je dis, c'est qu'il n'y a pas de... Au niveau de la tactique, je dirais que c'est moins bon au niveau de la tactique. Les gars,
ils font un peu à leur tête, puis tout le monde veut la balle tout le temps, comme. Ouais, si on parle, il mange la balle, fait que le gars, il va absolument la garder pour lui tout seul pour aller scorer et avoir le mérite. Là. C'est ça. OK. Puis, Ouais, ça se passe la même affaire au hockey aussi. ouais. Ben, c'est ça. Puis moi, ça m'a permis de développer mon jeu un peu plus. Puis je suis pas resté là longtemps. Puis quand je suis rentré à l'ETS en 2018, je pense, ben là, j'ai monté semi-pro à Écoute-Remont. Donc, depuis 2 ans, je joue à Écoute-Remont. Puis c'est pas mal ça. OK, excellent. Puis justement, là, vous avez abordé quand même une question que je voulais vous demander. Tu sais, moi, je ne connais pas grand-chose dans le soccer. Je veux savoir c'est quoi la différence entre le soccer que tu parlais à la Tour du Salvador, toi, tu parlais, Racine, que tu joues au Maroc. C'est quoi la différence du. Algérie. Ah, excuse. Tu l'as touché, là. C'est juste à côté. Là, On a des Coupes d'Afrique de plus. Oh! C'est quoi la grosse différence, mettons, entre la joute qui se passe dans d'autres pays comparativement au Canada? Là, tu disais, Louis-Philippe, que c'est plus structuré peut-être ici comparativement ailleurs? Ou... Ben, en fait, si je peux prendre l'exemple, parce que moi, j'ai quand même grandi en Algérie. Jonathan, je sais pas si tu as grandi au Salvador. Non, j'ai grandi ici. Ouais, ça. Fait que dans le fond, la plus grosse différence entre les. Ben, en tout cas, je vais prendre vraiment l'exemple de l'Algérie. J'ai quand même voyagé pas mal, puis j'ai vu un peu c'était comment ailleurs aussi. Mais en Algérie, c'est que le niveau est vraiment plus élevé, techniquement. Mais c'est une structure complètement différente. C'est-à-dire qu'ici, au Québec, dans le fond, tu payes pour jouer depuis que tu es tout petit, que tu sois bon ou non. Fait que ça fait que souvent, il y a des gaps de niveau dans les mêmes équipes jusqu'à un certain âge. Puis même après, il y a quand même des gros gaps dans une même équipe qui ne se retrouvent pas ailleurs. Comme en même temps, je prends un exemple en Europe. Moi, je suis déjà allé en France, puis j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Mais tu sais, une équipe de deuxième division, ben, tout le monde a à peu près le niveau de deuxième division. C'est rare de trouver un gros gap entre deux joueurs d'une même équipe. Puis si ça arrive, souvent, il y a le joueur qui a le meilleur talent, il ne reste pas longtemps et il s'en va plus haut après. Mais ici, au Québec, vu qu'il y a le système de il faut que tu payes pour jouer, ben souvent, ce qui arrive, c'est que tu as de tout. Puis tu as des personnes qui ne peuvent pas se permettre certaines équipes parce qu'elles sont plus chères, parce qu'elles sont plus structurées. Exemple, je sais que quand j'étais jeune, en tout cas, Outremont, c'était plus cher. Fait que souvent, à Outremont, c'était ceux qui pouvaient se permettre de jouer à Outremont. Puis ceux qui jouaient, mettons, à Montréal-Nord, ben, Montréal-Nord, ils avaient tout le temps des subventions, puis que ça revenait presque à rien. Puis souvent, les coachs, ils faisaient des petites entourloupes pour que les meilleurs joueurs ne jouent pas. Meilleurs joueurs ne payent pas, pardon. Okay. Fait que ça fait que tu te retrouves avec des équipes où il y a des très bons joueurs et des vraiment mauvais joueurs, alors que c'est un niveau qui est supposé être compétitif. Ce que tu ne retrouves pas en Algérie, parce que les meilleurs joueurs jouent pour les clubs gratuits. C'est-à-dire que les clubs de compétition, tu ne payes pas pour jouer. Ils t'amènent et tu joues pour eux. Et même des fois, ils donnent des bonus, etc. Fait que dans le fond, c'est sûr que cette structure-là de garder l'élite avec l'élite puis de faire monter vraiment ceux qui ont le meilleur potentiel au Québec est plus difficile à trouver. Puis même dans le Québec en tant que tel, à Montréal, comme Louis-Philippe a dit, ben, les équipes, pour une raison ou pour une autre, ça arrive que souvent, il y a beaucoup de joueurs extrêmement techniques, mais au niveau structure d'équipe, c'est un peu laissé à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une grosse structure de club qui fait que tactiquement, les joueurs sont amenés à un niveau où ils devraient être. Fait que souvent, ça va arriver qu'en mettant à Montréal, vu que c'est super compétitif et on a des super bons joueurs, mais moi, en même temps, j'ai coaché le A. Puis le A, c'est développement. C'est-à-dire qu'en théorie, tu es là pour que le joueur se développe. Donc, les résultats, tout le monde s'en fout, sauf certains. Et ces certains-là, ben, ils prennent leurs meilleurs joueurs puis ils les laissent là tout le long. Okay. Puis ils disent, donnez-leur le ballon puis il faut qu'ils marquent là. Puis c'est ça. Fait qu'à la fin de la saison, les joueurs, tout ce qu'ils ont appris à faire, c'est donner le ballon à lui puis essayer de kicker le ballon le plus loin possible quand ça arrive dans la zone dangereuse. Alors que quand tu regardes les banlieues en région, ben souvent, c'est des écoles de développement. Donc, ils se disent, c'est pas grave s'il y en a des meilleurs. C'est ça la structure. C'est comme ça qu'on joue. Puis tu te plies au règlement. Si t'es bon et tu n'écoutes pas, ben, tu rentres chez vous. Puis c'est comme des philosophies un peu différentes. Puis ça vient peut-être justement de cette différence culturelle entre les pays qui fait que, mettons un coach algérien qui, lui, a l'habitude d'avoir les meilleurs joueurs qui viennent pour lui, ben là, il n'y a comme pas le choix d'en avoir juste 3 à 4 parce que c'est juste eux qui peuvent avoir sans payer ou qu'eux, ils peuvent payer. Fait que là, il dit, bon, j'ai juste 3-4 bons joueurs. Fait qu'il faut que je mette tout le système sur eux. Fait que ça fait que, tu sais, souvent, il y a des clashs de philosophie qui arrivent à ce moment-là. Je pense que c'est une des explications. Après, il y a la formation des coachs et tout. Je suis d'accord avec toi, Racine, mais je pense que c'est ça. Il y a aussi
le fait que c'est pas une passion encore culturelle de jouer au soccer. Donc, il y a moins de jeunes qui vont arriver jouer parce que c'est ce qui les allume. Il y en aura beaucoup, ça va être les parents qui vont dire, OK, on va faire du sport, on va t'inscrire dans une équipe de soccer. Puis, ils sont pas là non plus pour devenir des joueurs professionnels. Puis il y en a qui sont pas là par passion. Puis, eux, ils décrochent bien vite. C'est ce que j'ai remarqué. Mais comme tu disais, Racine, mais pour développer les joueurs, il faut que tu puisses monter en division comme ça. Puis que tu as un joueur moins bon, ben, il va jouer avec la moins bonne équipe. Un joueur qui est très bon, il va jouer plus haut. Puis il n'y aurait pas à payer. Si tu es super bon, normalement, tu n'aurais pas à payer. Puis tu pourrais jouer. Puis c'est comme ça que tu vas te développer. Mais au Québec, comme je dis, il n'y a pas assez de monde c'est pas une passion de la culture du Québec de jouer au soccer. Puis il n'y a pas des ligues, il n'y a pas plusieurs niveaux, genre, tu sais, il y a le A, AA, AAA, mais encore là, après ça, monter, il y a le semi-pro, puis après ça, tu sais, il n'y a pas tant de choses avant de se rendre aux ligues professionnelles. C'est vraiment un gros effort. Oui, c'est l'impact, mais c'est pas. En fait, ce qui arrive, c'est qu'admettons, je vais donner un exemple, Kev, pour que le monde situe bien la réalité du soccer dans les autres pays. C'est que quand tu commences, quand tu es jeune, tu joues dans des clubs de formation ou dans des clubs régionaux. Les clubs régionaux, souvent, c'est les joueurs qui sont un petit peu moins bons, mais qui, s'ils deviennent bons, ben, ils sont pris dans un club de formation. Un club de formation, souvent, il est affilié à des équipes qui sont dans des divisions supérieures. Ce pas nécessairement des équipes pro. Souvent, c'est des équipes qui vont jouer dans des très bonnes divisions. En même temps, de quatrième à première division, si je prends maintenant un exemple comme la France, c'est un excellent niveau de jeu. Là. On parle vraiment de très haut niveau. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que plus tu montes, plus tu as des possibilités de monter dans les divisions si tu es bon. Donc, un exemple, c'est que l'équipe de quatrième division a fini première de sa division, mais l'année d'après, elle monte. Fait que, ou les joueurs jouent quand même, genre les coupes ou quoi que ce soit avec les équipes de division supérieure. Donc, il y a des recruteurs qui passent et quand il y a une bonne équipe qui monte, souvent, ils vont aller chercher les meilleurs joueurs contre qui ils ont joué dans la division pour être sûr d'être dans le niveau de la division supérieure. Mais au Québec, ce qui se passe, c'est que tu as le 3A. Donc, quand LP disait tout à l'heure qu'il avait joué avec Salaberry à Montréal, mais ça, c'est du 3A. 3A, c'est le plus haut niveau amateur civil au Québec. C'est-à-dire que quand on parle d'amateur, donc pas joueur pas payé, et on ne parle pas d'universitaire, c'est le plus haut niveau. Mais il n'y a pas de tremplin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, tu as été champion 3A, ben good job, tu as réussi, mais l'année prochaine, tu rejoues contre les mêmes joueurs. Tu rejoues encore contre les mêmes équipes, tu ne montes pas. Tu restes au même niveau. Fait que tes meilleurs joueurs, s'ils sont chanceux, ils vont se faire recruter. Mais vu que tu n'as jamais joué contre des semi-pros, ben, il faut qu'un recruteur vienne te voir. C'est-à-dire que si tu es un joueur d'une petite équipe moins connue, ben, à moins que tu ailles faire des essais ou quoi que ce soit, ils ne te verront pas. Puis même chose pour le semi-pro. Les semi-pro, ils sont comme tout seuls dans leur division, ils sont comme dans un tranché, parce que les joueurs semi-pro, ils jouent juste contre les semi-pro. Et si tu gagnes la Ligue semi-pro, ben, il n'y a pas au-dessus. Ben, il y a un petit quelque chose, là. Il y a un petit bonus. Là. C'est quoi? Ben, c'est le championnat canadien. Les semi-pro, ils seront dans le championnat canadien à partir de maintenant? Oui, ben, ça fait tout depuis. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Oui, depuis Blainville, c'est vrai. Fait que ça, c'est le petit bonus. C'est que si tu gagnes le championnat semi-pro, tu peux jouer le championnat canadien contre les équipes, les autres équipes championnes du Canada, donc l'Ontario, etc. Donc ça, déjà. Tu as la CPL maintenant. Donc, ouais, en plus, il y a la CPL qui va jouer. Fait que ça, déjà, tu vois, ça donne un petit pied. Mais encore une fois, la saison d'après, tu joues quand même dans la même ligue. C'est-à-dire que tu ne montes pas de niveau dans ta saison régulière. Tu sais. Fait que ça fait qu'il y a un gap. Il y a un gap qui se fait avec. Puis encore là, la MLS, ben ça, c'est vraiment une question budgétaire. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais monter en MLS. Tu as beau être la pire équipe semi-pro. Si tu as l'argent, puis que c'est accepté, puis que tu as le fanbase, tu vas monter quand même. Ce qui n'arrive jamais dans les autres pays. Tu sais. Fait que c'est plus ça qui crée justement ce petit fossé qui fait que ben, quand tu joues au Québec, ben, si tu veux monter, mettons, du A ou de A, ben, ça devient plus cher. Puis là, si tu veux monter du 2A au 3A, ben, c'est encore plus cher. Fait que tu sais, t'es assez bon pour jouer 3A, mais tes parents ne veulent pas payer 700$ pour la saison, ben, tu vas jouer 2A. Tu sais. Ouais, je comprends. Et toi, Philippe, tu es à quel niveau? Tu es semi-pro tantôt? Je suis semi-pro, mais j'ai joué AAA depuis que j'ai 13 ans. OK, mais pour monter semi-pro, ça veut dire qu'il y a un recruteur qui t'a vu jouer. Ouais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai vraiment été à des essais. OK. Puis, ça a bien été, puis c'est ça, là, j'ai eu ma chance, puis je l'ai pris. OK, parfait.
Faut que je me demandais aussi, on va faire parler Jonathan un peu, là, il faut qu'il s'endorme dans son coin. Là. Mais c'est juste que c'était tellement vrai que genre, je peux pas rajouter des détails. Genre, Non, je tout comprends. était suffisant. Là. Parfait, mais je vais quand même savoir, ça, je vais commencer avec toi pour poser la question. Moi, comme je te disais au départ, là, je connais pas grand-chose au soccer. Fait que c'est comment, mettons, que tu choisis ta position? C'est parce que tu as une spécialité? C'est-tu le coach qui va dire, OK, tu t'en vas à tel endroit? Ou c'est toi qui dis comme joueur, ben moi, je suis bon, je préfère être à la défensive plutôt qu'à l'attaque? Ou c'est comment ça fonctionne? Mais pour de vrai, personnellement, genre, je pense que tu poses la question à la mauvaise personne, mais je vais quand même répondre. Parce que, parce que au début, quand j'ai commencé à jouer au soccer, j'ai commencé comme attaquant de pointe. Puis, plus les années, ils ont avancé, genre, quand j'ai joué triple A, là, même ma position a changé. Je suis passé d'attaquant de pointe à ailier. Après, je suis allé milieu un peu. Après, quand je suis allé au Blainville 3, je suis passé de milieu à genre défenseur droit, puis je suis revenu milieu. J'étais un peu partout, là. Mais pour de vrai, comme moi, je pense que ta position, c'est pas que tu peux pas seulement la choisir. À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a il y a des moments, des actions que tu fais durant les matchs que ça te, que tu te fais remarquer, on pourrait dire, ou que tu Ouais, remarques que tu es plus à l'aise. Comme par exemple, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise à prendre le ballon et se tourner face au jeu, comparé à d'autres personnes qui sont plus à l'aise à être sur la bande et vouloir dribbler deux, trois gars. Puis c'est à l'aise, c'est quelque chose qui est simple pour eux. Puis, puis c'est ça, c'est plus tu joues, plus tu fais de matchs en grand terrain ou peu importe 7 contre 7, 11 contre 11, tu commences à connaître tes capacités à toi. Puis c'est là que tu es capable de mieux te placer où est-ce que tu pourrais être mieux. Après, c'est sûr, tu fais des essais, tu as des coachs qui t'aident. Comme par exemple, moi, ma position, je donne un gros shout-out à Racine. Il m'a donné comment dire, de tips Conseil. ouais, beaucoup de conseils pour pouvoir vraiment progresser dans ma position. Mais c'est ça, mais genre, je serais pas venu à l'ETS m'essayer dans cette position si je savais pas que j'avais les capacités pour. Fait que, genre, à un moment donné, je pense que ta position, elle est définie vraiment par comment toi, tu sens que t'es, où est-ce que tu es le plus à l'aise dans le terrain, je dirais. ouais, fait qu'au final, c'est autant une partie de toi qui décide que ton coach qui remarque aussi tes aptitudes. Ouais. Comme moi, mettons, quand je joue au baseball, mais mettons, là, on a joué plusieurs positions, puis à un moment donné, le coach a dit, OK, t'es vraiment rapide, fait qu'on va te mettre, admettons, à réco entre le deuxième et le troisième, puis à un moment donné, vu que là, j'ai vraiment des skills pour lancer des trucs de précision, il m'a mis au troisième but, mais comme tu dis, c'est ça, c'est en jouant des matchs, une fois qu'il voit les skills, les aptitudes que tu as, c'est Mhm. parfait. Mais tu sais, il n'y a pas un joueur qui va arriver et va dire, OK, moi, je vais être gardien de but, puis OK, là, tu y vas. Mm. Pour de vrai, c'est quand même rare. Là. Moi, je trouve que si, exemple, ton premier match que tu fais à vie, t'es gardien, puis que t'aimes ça, genre, t'apprécies être dans la position de gardien, puis que t'es bon aussi à être gardien, genre, pourquoi tu vas aller essayer attaquant de pointe? Ça, c'est Ouais. mon point de vue. Comme si, exemple, tu commences dans une position, puis que t'es bon, puis que tu fais la bonne job, puis que tu contribues à l'équipe, genre, I guess t'as trouvé ta position rendue là. Mais tu sais, Puis, après, il y a aussi, tu sais, veux pas, tu sais, mettons, moi, quand je fais mes tryouts, les joueurs, ils arrivent, puis je leur demande, tu sais, c'est quoi le poste dans lequel tu évolues en général. Parce que là, on est rendu à un niveau où, en théorie, les joueurs sont quand même développés à un certain niveau. Tu sais, ce serait pas la même question quand ils sont jeunes. Tu sais, mettons, moi, quand je faisais des tryouts, quand je coachais le U12, ben, je demande pas quelle position tu veux jouer. Je les fais jouer à certains jeux, je fais certains drills, puis je commence à remarquer les aptitudes de chaque. Puis je les essaye à des postes, puis je leur demande comment ça va. Mais tu sais, là, c'est universitaire, c'est différent. En théorie, ils sont au bout de leur formation de foot. Fait que je demande tout le temps, c'est quoi ta position? Mais tu sais, les deux vont témoigner. Souvent, à l'ETS, à cause d'un un petit problème de recrutement, c'est que des fois, on se retrouve avec 6 joueurs de très bon niveau, mais ils jouent tous la même position. Fait que là, moi, je fais quoi? J'en fais bencher 3 ou j'essaye de faire une certaine polyvalence. Comme là, cette année, cet hiver, là, j'avais Raphaël. Raphaël, c'est un milieu de terrain. Mais là, j'avais 6 milieux de terrain qui étaient tous aussi bons que les autres. Puis il y en avait certains qui étaient un peu meilleurs. Fait que c'est sûr qu'il y a eux qui vont jouer. Mais j'en avais qui étaient très bons quand même, qui méritaient quand même la place sur le terrain. Fait que ce qui fait que j'ai été obligé de le mettre en avant. Puis ça a donné que il s'est super bien débrouillé, puis ça a été bon. Fait que peut-être qu'il va décider, lui, ben, tu sais, je suis à l'aise finalement. Comme Joey a dit, je vois que ça va bien, puis je suis capable d'utiliser mes qualités pour être efficace ici.
ben, peut-être que la prochaine fois qu'il va aller dans un essai, qu'il va retourner en France, il va dire ben, moi, je suis attaquant de pointe. Il va plus dire milieu. Fait que ça change tellement. Puis ça dépend des équipes aussi. Je connais des joueurs que c'est des défenseurs latéraux, mais avec certains systèmes de jeu, ils ne se retrouvent tellement pas. Ils finissent par jouer ailier, donc beaucoup plus offensif. Ça dépend toujours du coach, ça dépend toujours de la stratégie, ça dépend toujours du feeling. Parce que le coach, c'est important pour ça aussi. C'est que moi, des fois, je vois des trucs, je me dis, tu sais, je pense que lui, on pourrait le laisser à ce poste-là, ça pourrait aider. Après, moi, je ne suis pas le meilleur pour ça. Ils vont témoigner aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui adapte aussi vite que ça. Donc, je n'ai pas toujours l'œil pour ces affaires-là parce que j'ai été gardien. Fait que moi, les capacités de joueur, je suis encore en train d'apprendre quand même beaucoup. Mais mes coachs, mes assistants m'aident vraiment beaucoup pour ça. Comme là, cette année, j'avais Philippe. Philippe, c'est justement, il jouait avec LP en semi-pro. Là, je pense qu'il va revenir aussi autrement en semi-pro. Puis lui, c'est un excellent joueur. Là. Il a joué à des très hauts niveaux. Il a joué à l'UQAM, il a gagné athlète de l'année, etc. Fait que lui, il voit. Fait que des fois, il me le dit, regarde, lui, ça fait 3-4 matchs, je le vois. Essaye-le donc à cette position-là, voir. Puis là, on l'essaye, puis boum, révélation, genre comme c'est son poste, puis vraiment plus à l'aise là. Alors que lui, il m'avait dit qu'il était là à la base. Tu sais. Ça dépend toujours. Mon point de vue, moi, là-dessus, je dirais pas que ma bad Joe, mais je pense que c'est pas vrai ce que tu dis. Moi, ce que je pense, c'est que tu choisis aucunement ton poste. Là. Genre, t'arrives pas en disant moi, je vais être attaquant. Là. Comme toi, Joe, moi aussi, j'ai commencé en attaquant de pointe. Puis, ça, c'est la classique. J'étais vraiment pas un attaquant de pointe. Je veux marquer des buts. Ouais, après, je me retrouve à la fin en train de défendre. Jamais je me serais vu défenseur quand j'ai commencé, mais comme je dis, quand tu arrives et que tu commences, il y en a qui veulent plus que d'autres aussi. Puis moi, je voulais beaucoup, fait que je voulais marquer des buts, fait que je voulais être attaquant. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Mais là, mettons, en progressant, ben déjà, tu commences, tu joues au soccer à 7. Donc, tu peux être soit attaquant, soit défenseur. Il n'y a pas vraiment de milieu. On est toutes des petites abeilles. On se déplace en bloc. Il n'y a pas vraiment tant des positions fixes. Là. Mais là, quand tu arrives sur un train à 11, ben là, il y a 11 places là, que tu peux être. Fait que c'est plus juste attaque ou défense. Là. C'est vraiment un rôle précis. Là, ça me devient vraiment comme un jeu d'échecs quand tu vois ça dessus. La façon que les gars sont positionnés, la position en 4, je ne sais pas trop. Là, des fois, je regarde le soccer. Puis, c'est une façon de le voir. Mais c'est pas. C'est ça. Je pense que moi, en tout cas, comment c'est arrivé, c'est le coach qui m'a dit moi, ce que j'ai, c'est que je suis gaucher, puis la plupart du monde sont droitiers. Fait que en tant que gaucher, ben les postes à gauche, c'était réservé pour moi. Puis, donc, au début, j'étais attaquant, là, ensuite, j'étais allé ailier gauche, puis ensuite, j'étais allé défenseur latéral. Donc, j'étais tout le temps, tu sais, j'étais sur le côté gauche. Puis, comme Joe il dit, pour moi, c'était plus facile d'être sur le côté que d'être dans le centre. Donc, c'était plus difficile pour moi de me retourner avec un ballon, puis j'avais des aptitudes plus développées dans certaines choses, puis moins développées dans d'autres. C'est ça qui a fait en sorte que je suis devenu défenseur. Puis, mais tu sais, comme même au niveau les professionnels là, peuvent changer de position encore. Là. Il n'y a rien qui est fixé. Là. Les joueurs pros, par exemple, Joshua Kimmich, c'est un défenseur droit, mais maintenant, avec un autre coach, il joue milieu défensif. Il est en centre. Il y a des joueurs qui jouent littéralement partout. Ils peuvent jouer attaque. Gareth Bale, il a commencé latéral droit, puis s'est retrouvé attaquant gauche. Là. Genre, latéral gauche, puis il est parti attaquant gauche. Qui ça? Gareth Bale. Ah, Gareth Bale, ouais. Fait que tout dépendant un peu la stratégie du coach, il va placer ses pions, je peux dire ça comme ça, aux endroits que lui il veut. OK, c'est quand même vraiment intéressant. Je vais demander, souvent qu'on parle de soccer aux gens, je le vois venir avec son sourire. On va parler de fake ici. C'est en plein là que je m'en veux. Souvent, quand on parle à des gens, on parle de soccer, puis juste temps de le soccer, il y a trop de fake, des affaires comme ça. Puis aussi, t'as d'autres qui écrivent sur YouTube, soccer fake, il y a des trucs, là, pour eux, c'est hilarant, là, comment c'est même pas exagéré, mais je veux savoir, mettons, votre opinion là-dessus. Est-ce que, mettons, le fake dans le soccer, là, c'est au niveau des blessures, bien sûr, est-ce que ça fait partie de la game ou parfois ça va trop loin?
Hey, t'as les deux bons joueurs pour ça. Vas-y, Joe, commence. Justement. Non, mais pour de vrai, le fake fait partie du jeu. C'est mon opinion. Ça fait partie du jeu. Il y a des moments où c'est vraiment pas fake, puis c'est des moments où tu es vraiment blessé, là. Mais il y a vraiment d'autres moments où que c'est plus t'es plus avantageux de gagner une faute que de continuer le jeu. Comme par exemple, un attaquant est dans la boîte, puis il se fait fauter, mais il peut rester debout pour pouvoir, il est capable de garder son équilibre, puis il peut rester debout, ou il décide de faker pour gagner le pénal. Mais tu vois, dans ce cas-là, s'il voit que sa position en restant debout est moins avantageuse que, que s'il y a un pénal, ben, sûrement il va faker pour essayer de gagner le pénal. Donc, OK. donc ça dépend toujours du contexte. À quel moment est-ce que tu sens que la faute va plus avantager l'équipe que si tu restes debout? Ah, c'est stratégique, là. Ouais, parfois, c'est stratégique le fake. Ça fait Reste- partie de la game. Ouais. Mais moi, je pense c'est ça, ça fait partie de la game. Là. Puis moi, je pense que c'est comme c'est impossible qu'il y en ait plus. C'est juste impossible. Il y a un de mes amis qui dit que comme tu sais, c'est pas un grand connaisseur de soccer, mais comme c'est un gars quand même intelligent, fait que ça fait quand même du sens ce qu'il dit. Mais il me dit que comme le soccer, c'est comme un des sports les plus déséquilibrés à ce niveau-là. Parce que comme tu peux passer 90 minutes à comme essayer de te rendre à la boîte de l'autre équipe, juste essayer de te rendre, mais dès que quelqu'un te fait une faute dans la surface, tu es tout seul devant un gardien. T'sais, donc c'est comme pour lui, il manque une certaine logique, mais c'est comme ça que Ouais. le sport est fait. Fait que c'est sûr que comme quand tu as le choix d'avoir un penalty tout seul devant le gardien ou de te battre pendant 90 minutes, ben, c'est un choix facile. Là. C'est pas tant difficile Mais vous à trouvez prendre. ça legit de jouer de cette façon-là? Mais ça, mettons, tu finis par scorer sur une faute que tu as fakée. Moi, mais je sais pas, Ben, personnellement, je trouverais pas que c'est de mais la vie. après Kev, tu sais, faut garder en tête que moi, j'ai compris ta question dans le sens que, tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est comme des gars qui fake, genre, à des niveaux incroyables. Comme là, Joe, il a Ouais, donné l'exemple c'est de soit tu pay-out, là. continues la faute ou non. Puis, ça Ouais. fait partie de la culture. Pourquoi? Parce que on sous-estime souvent le fait que avoir un ballon au pied, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir un ballon au niveau des mains puis qui est plus haut. Parce que, tu sais, mettons, au football américain, que ce soit au rugby, que ce soit au basket, tu sais, si tu as laissé d'enlever le ballon, ça va être au niveau des mains. Tu sais, ça va être au niveau du haut du corps. C'est difficile de faire tomber quelqu'un comme ça. Mais tu sais, au niveau des pieds, là, je sais pas si tu as déjà couru et tu t'es enfargé vite fait dans tes pieds, là, Ah ouais. tu tombes. Tu sais. Fait que, veux pas, ça fait partie de cette stratégie-là, comme Joe parlait. Après, moi, personnellement, le petit jeu d'acteur de, comme on dirait, que la jambe est cassée, c'est quelque chose que j'ai jamais apprécié. Puis ça, mes joueurs, ils le savent, je leur dis tout le temps. Puis moi, je siffle aucune faute pendant les entraînements à cause de ça. Tu sais? Mhm. Pendant les entraînements, tu peux leur demander. Ils peuvent manger un vrai tacle. Là. Ça se peut qu'il y en ait un qui a la cheville brisée. Moi, j'appelle pas la faute tant que je suis pas sûr que le gars vraiment, c'était un vrai coup puis il est pas capable de Ouais, se ouais. relever. Juste Même pour si c'est un éviter. vrai coup, tu sais pas. Arrête. Fait que, moi, c'est le jeu d'acteur derrière, mais après, comme tu as dit, c'est une question de culture aussi. C'est que ça fait partie du jeu, comme LP a dit. Tu sais, dans un match de soccer, tu n'auras pas 28-30 tirs au but. Là. Ouais. Tu vas en avoir vraiment peu. Fait que, tu sais, si tu peux jouer sur, on va dire, les faiblesses de l'autre joueur, parce qu'on s'entend qu'aucun arbitre va prendre dans un fake s'il est mal fait, entre toi et moi. Si le gars, il ne s'est pas mis en position vulnérable que je fake, je pourrais pas faker. C'est impossible. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que tu fais juste rajouter un petit peu. Après, est-ce que c'est legit? Non. En théorie, c'est illégal. Mais c'est de voir un petit peu au niveau de la faiblesse de l'arbitre. Mais là, comme LP disait, le fake va jamais arrêter. Mais en même temps, là, l'effet va être beaucoup moins grand parce que là, il y a la reprise vidéo. C'est-à-dire que là, tu ne pourras plus gagner de pénalty avec ça. Tu ne pourras plus marquer avec ça. Mais dans les duels au milieu de terrain, ça existe encore. Ça, ils ne sont pas encore à le revoir à la vidéo, fait que ça va exister encore. Puis, c'est fair dans le sens que les deux équipes, vous le faites. C'est aux défenseurs de faire attention à ne pas se mettre dans une position où tu peux laisser l'opportunité à l'autre de juste se laisser tomber. Parce que ça arrive souvent, là, comme Joe a dit, il y a des fautes que tu pourrais rester debout. Mais c'est une faute pareille. Le gars, il a quand même fait un challenge douteux qui fait que tu as pu justement faire semblant que tu es tombé. Sinon, l'arbitre ne l'aurait pas sifflé si ce n'était pas un jeu qui aurait pu être dangereux. Ouais, Mais encore une fois, comme je dis, moi, personnellement, ça m'énerve quand même un peu
les 3-4 roulades de plus, puis les cris. Ça, je suis vraiment pas un fan de ça. Mais après, le fait de se laisser tomber sur des challenges, ça fait partie du jeu, veux pas, c'est culturel. Parce que, tu sais, ici, on aime le hockey, on aime le football américain, on aime les sports où est-ce que le contact, il est là, puis ça fesse. Fait que c'est sûr que c'est contraste par rapport au soccer où c'est vraiment plus très technique, puis le joueur est extrêmement protégé. Ou est-ce que c'est. Mais après, tu sais, tu regardes la Ligue allemande, tu n'en verras pas beaucoup de fakes. Là. La Ligue allemande, là, c'est un coup de tacle au niveau du genou, puis des vrais coups d'épaule. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend des ligues. Là. OK. Ouais, moi aussi, j'accepte le fait, le côté stratégique de la chose. Moi, ce que je déplorais, c'est surtout le gars, un jour, des fois, il tombait par terre, se tenant la jambe comme s'il venait de ouais, c'est sur ça. une mine antipersonnelle, puis 3 secondes après, il va gambader comme si de rien n'était. C'est que non, mais comment tu peux, genre, payer autant de sa part? Mais il y a aussi le fait que parfois, quand tu es en train de gagner puis tu veux perdre du temps, ça, je suis pas d'accord, là, mais tu es en train de gagner, tu veux perdre du temps, tu fais comme si tu fakes ta blessure, puis tu restes couché 10 minutes dans le terrain pour gagner du temps. Genre. Ça, c'est une autre stratégie que je suis pas d'accord. C'est un fake. Joe, regarde, écoute, je vais t'expliquer, Joe. Finale RSEQ, tu fake et tu fais semblant que tu es blessé, que tu sois d'accord ou pas. Si c'est pour gagner, you're gonna roll over. Non, je rigole, mais je comprends le point de Kev. Kevin, tu connais Neymar, toi? Kevin, je sais que toi, tu parlais de Neymar. Hein? Neymar, là, le genre de... Mais je pense que quand on parle de fake, c'est que Neymar. Ah, ben, plusieurs, là, faudrait que je retrouve. J'avais regardé tantôt, là, justement, une vidéo sur YouTube, genre des filles fake qu'il y avait au soccer, là, il y en a, c'était, tu sais, attends, le gars qui il prend le bras du gars à côté, puis il se donne un frappe avec, ouais. Mais bon, après, il faut garder en tête les highlights comme ça, là, tu peux en trouver de tout dans tous les sports. C'est des minorités qui sont aussi pires que ça, là. On va se dire, là, c'est pas courant non plus là, que le monde prenne les mains. Non. C'est comme le summum de l'exagération. Là. Mais tu sais, heureusement, pour des trucs comme ça, l'arbitre est arrivé et donnait un carton au gars qui avait fait cette chose. Ah oui. Mais parlant de ça, justement, avez-vous déjà eu des cartons, soit des cartons jaunes, cartons rouges? Bon, Joe, on va laisser LP parler. LP, tu peux commencer, LP. Ferme ton micro. Bon, attends, Kev, est-ce que tu me donnes 1h45 si LP nomme tous les cartons ou... Ouais. Moi, j'ai tout le temps que vous voulez, mais tu peux nous faire un top 5. Là. Faut que tu sortes des highlights UFC là, avec ça. Mais juste pour te mettre en contexte, Kev, là, LP, là, c'est un gars super discipliné, il écoute, super gentil, mais quand il pète les plombs, il pète les plombs. OK. Non, c'est que j'étais un défenseur rugueux. Yeah. C'est mon style de jeu d'être physique. Puis des fois, je veux trop. Puis des fois, tu sais, c'est pas... je suis pas mal intentionné, mais je suis très compétitif. Puis ça fait que des fois, ça va aller trop loin. Puis... Whoop! Le genou, ma bad. Tac par derrière, dans le dos. Il y a des équipes qu'on n'aime pas, par exemple Concordia, moi je les haïs. Puis il y a des gars que, tu sais, ça fait depuis 15 ans que je joue contre eux, puis que chaque match, j'ai quelque chose contre eux en particulier. Puis moi, j'en ai des gars contre qui, chaque fois que je joue, c'est des matchs très violents. Puis des équipes comme ça. Concordia, c'est toujours des matchs violents. Puis, mais violents, c'est comme un tour soccer, c'est des coups de pied, des coups de genoux, genre, ou il faut pas oublier qu'on a des crampons au soccer. En fait, c'est ça. Tu peux piler ses pieds ou même ses... Mais ça, c'est jamais un carton rouge. En fait, Kev, il faut que tu gardes en tête que le jeu se passe au niveau des pieds. Fait que, toutes les articulations de cheville, toutes les articulations de genoux, si le contact est fait à ce niveau-là, dans le soccer, c'est considéré comme un jeu dangereux. Fait que c'est un jaune automatique. Puis si l'arbitre considère que tu as fait exprès pour essayer de blesser l'autre, c'est rouge automatique. Puis rouge, tu sors du terrain puis tu es suspendu à un match. Okay. Puis c'est là que ça peut partir vite en cacahuète. Tu sais, genre, mettons, t'arrives, t'es un peu énervé, puis c'est quelqu'un que t'aimes pas trop. Tu sais, ton pied il était un petit peu plus haut que ce que tu devrais être à la base parce que tu veux passer un message. Mais des fois, quand le timing est pas bon, ben ça fait que le pied est plus là. Puis... J'essaie de faire ça vers la fin du match. Là. À date, il a fait ça à la fin du match. Ah ouais, t'en as pogné plusieurs des cartons rouges ou... À date, avec le TS,
3, 4, Quoi? T'en as pogné 2 dans la même saison, mon ami, déjà? 2 dans la même saison. Ouais, dans la Un même contre saison. Ottawa une fois, je pense. C'est ça. Puis t'en avais pogné 2, une à ta première saison, puis une à la deuxième. Bon, ben, Parce que les 3, c'était la même saison. 4 ou 5, là, mais... Ça, c'est des rouges, hein? Ouais, ça, c'est des On rouges. parle pas des jaunes. Moi, les jaunes, je les pardonne. Ça me dérange pas. Les jaunes, tant qu'elles sont prises pour pas avoir. Genre, tu sais, les cartons qui m'énervent le plus, moi, puis je suis vraiment pas capable. Tu peux demander aux gars, c'est le truc qui me rend fou. C'est parce que les gars parlent à l'arbitre. Ça, là, c'est des trucs que je trouve, c'est des cartons les moins nécessaires, puis les moins pertinents que tu peux pogner au soccer. C'est pas grave si l'arbitre est mauvais. Si en plus tu te mets un jaune sur toi, c'est ridicule. Là. Mais tu n'as pas le droit de parler à l'arbitre au soccer? Ou... On parle-tu des arbitres, les gars? Ou J'ai une Dans autre la ligue? 1h45, là. En fait, Kev, il faut que tu. Kevin, il n'y a pas de stress, parler aux arbitres respectueusement. Exact. Ouais. Mais t'as déjà pogné des jaunes parce que t'as parlé à l'arbitre respectueusement, rappelle-toi-en. Ah oui, l'arbitre Ah oui. à Ottawa, Ah oui. à Sherbrooke, il y en a un, en tout cas, il ne comprend pas pantoute, là, mais on va Parce parler. Parce qu'en fait, Kev, ce qui arrive, c'est que si tu regardes des matchs professionnels, comme il a dit, LP, tu peux parler à l'arbitre. Puis les arbitres, en théorie, devraient être pédagogues dans le sens que leur but à eux, c'est de garder le match impartial puis de s'assurer de la sécurité des joueurs. Donc, ce qui se passe le plus souvent qu'autrement dans les ligues, surtout le moins haut le niveau, le pire c'est que les arbitres pensent qu'ils sont l'autorité sur le terrain. Puis c'est pas exactement ça. Parce que en théorie, là, oui, c'est toi qui prends les décisions de c'est une faute ou non, mais il faut que tu l'expliques pour qu'on puisse adapter notre jeu. Tu sais, en même temps, comme LP a dit, lui, c'est un gars physique. Fait qu'il y a des arbitres qui sont plus tolérants, des arbitres qui le sont moins. Mais là, tu sais plus quoi faire quand une fois, il siffle parce que c'était un peu trop rude. Puis là, l'autre fois, tu y vas plus doucement, puis il siffle encore. Puis là, il y a une autre fois, il y a quelqu'un qui se fait démolir, puis là, il siffle pas. Fait que là, tu sais plus vraiment où ça s'en va. Fait que là, tu essaies de parler avec l'arbitre pour lui dire, ref, genre, je comprends pas, comme qu'est-ce qui se passe. Puis il y en a certains qui voient ça comme, t'es en train de défier mon autorité. Tu re-questionnes mes décisions, c'est automatique, c'est défier l'autorité. Puis moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les arbitres comme ça parce que moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des décisions. Puis je suis quelqu'un de... Pour vrai, je suis émotif. Tu sais, ça paraît pas. Mais quand je suis sur un terrain, je deviens vraiment comme... Tu sais, Tu le vis, la là. fleur de peau. Tu sais, je vis vraiment le moment. Puis, tu sais, si Philippe n'était pas là pour me dire « Va t'asseoir, relax », ça se peut que moi aussi, je prenne des rouges, tu sais. Puis le fait que l'arbitre... Mais t'en as pris un. J'en ai pris un, guys. Un en 5 ans, là, s'il vous plaît. Coach, tu as pogné des cartons. Ben, regarde, pourquoi j'ai pogné le carton, c'est que l'arbitre, il décide de faire rejouer un penalty que je juge qui est vraiment beaucoup trop sévère. Puis là, j'essaie de lui faire comprendre que même dans le niveau pro, il faut absolument que tu n'aies aucun doute que ça s'est passé pour renverser une décision. Tu ne peux pas juste décider ça parce que ça te tente. Puis là, parce que j'ai dit ça, il m'a dit « Je te sors ». Puis moi, ben bon, j'ai vu bien que je ne pouvais pas continuer à parler avec lui. Fait que, de geste de frustration, je me retourne, je dis « je kick une bouteille ». Et il me sort. Mais parce que pour lui, c'était irrespectueux que je m'énerve et que je kick une bouteille. C'est comme si c'est un acte agressif. Fait qu'il me sort. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Certains vont dire que c'est mérité, d'autres non. Après, je ne sais pas. Mais tout ça est parti du fait que tu peux pas. Il y a des arbitres à qui tu ne peux pas parler. Et ça, c'est un problème. Okay. Mais est-ce que c'est le seul sport que le coach peut se faire renvoyer par un arbitre? Mais ça, tu joues au baseball. J'ai jamais vu ça. Tu joues au baseball, Kev. Ah, ouais. C'est pas comme si on était des criminels. Le baseball, ça fait quasiment partie de la culture. Le coach, il s'en va, il pète les plombs sur l'arbitre le sort, tout le monde est comme ouais. Nous, quand ça arrive en général, là, personne n'est content. Ah, c'est vrai. Sinon, toi, Joe, au niveau des cartons, comment ça se passe? Ben, pour de vrai, moi, je vous donne une position quand même assez défensive. J'ai eu un carton parce que j'ai parlé à l'arbitre. Ça, je me rappelle. Mais sinon, j'ai des cartons. Ça arrive que j'ai des cartons parce que je fais des fautes. Mais anecdote, là, il y a une jaune que... Parce que il faut... dans la saison, là, quand tu as 3 cartons jaunes, okay, tu manques le prochain match. Okay? Puis il y avait un des matchs, okay, on jouait contre Ottawa, ça, je me rappelle. J'avais 2 cartons jaunes. Puis le match suivant, c'était un match avant la semi-finale. Fait que là, Racine me dit, regarde, le match contre Ottawa,
pogne un jaune. Faut que tu aies un jaune. Comme ça, tu manques le prochain match et tu pourras jouer la semi-finale. C'est des enfants pour expliquer. Et là, fait que là, j'ai eu un jaune. Mais durant le match, moi, j'avais oublié. Okay? J'avais oublié que je devais avoir un jaune. Fait que là, on est en train de gagner le match 2-1. Il fait vraiment froid. OK? Puis là, il me crie, Joe, pogne un carton jaune. Fait que, ah ouais, c'est vrai. Là, après, dès que le gardien dégage le ballon, je prends le ballon avec mes mains, je le dépose par terre. Arbitre carton jaune, puis je suis parti. J'ai jamais vu un arbitre aussi confus de toute sa vie. Comme, le ballon, il arrive, puis tu sais, tout ce qu'on te dit de toute ta vie, depuis le début que t'es petit, c'est qu'au soccer, t'as pas le droit de mettre les mains. Puis t'as Joe qui arrive, mais tu sais, même pas subtil. Il s'en va, puis il la pogne avec ses mains au milieu de terrain, il la pose. Il fait désolé. L'arbitre, il donne son jaune, genre comme, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ensuite, sur le banc, on était tous comme ça. T'as pu faire tout, comme perdre du temps, kicker le ballon trop loin, tirer un chandail. T'aurais pu faire n'importe quoi, mais pogner le ballon, c'est pas casser la tête. Il voulait être sûr. C'est quoi la stratégie? C'est que pourquoi que tu pognes un carton jaune en demi-finale et que tu te fasses... Parce que l'affaire, c'est que si j'ai un carton jaune, exemple, là, j'étais à risque. Parce que si j'avais un troisième carton jaune, exemple, durant la semi-finale, je manquais la finale. Ou même si j'avais le troisième carton jaune, le match avant la semi-finale, ben, je manquais la semi-finale. Puis quand tu es en semi-finale, c'est comme un style playoff. Fait que c'est lui qui gagne continue, puis l'autre, il rentre à la maison. Fait que c'est vraiment. C'est parce que tu voulais être sûr qu'il ne pogne pas un jaune dans le match d'après. Okay. Ouais, exact. Mais ça, c'est courant. Ça arrive souvent, ça. C'est surtout dans les milieux universitaires où les matchs sont vraiment collés, puis qu'il y a des playoffs. Les playoffs comptent plus. Fait que, tu sais, souvent, mettons, un joueur clé qui a 2 cartons jaunes, puis le match d'après, c'est pas un match important. Ben souvent, on lui dit, check, pogne-le là, le jaune. Comme ça, le prochain match, c'est pas grave, mais au moins, tu es sûr de jouer le match d'après qui, lui, est un match clé. Ça retombe à 0, dans le fond. Ouais, ça retombe à 0, mais le truc, c'est que, mettons, la première fois, c'est 3 cartons jaunes pour être suspendu. Là, la deuxième fois, une fois que tu as 3 cartons jaunes, tu as suspendu un match, puis tu reviens à 0. Mais là, c'est 2 cartons jaunes avant d'être suspendu. Okay. Puis là, si tu es suspendu une deuxième fois, et le pourra t'en parler, c'est 2 ou 3 matchs. C'est bon. Puis là, vous parliez souvent là, que c'est très physique quand même, le soccer. Là. Puis là, tu disais tantôt justement qu'il y avait des rivaux là, que tu n'aimais vraiment pas, puis quand tu faisais ton truc, des fois, tu frappais et tout. Mais est-ce que moi, j'adore pour vous cette question-là, là, mais dans tous les types de sports, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de trash talk au soccer? Ah, ben oui. LP, tu peux y aller? Ah, ben oui, là, genre, mais honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas joué tant d'autres sports que le soccer, fait que je pourrais pas tant le comparer. Mais je te dirais qu'il y en a, d'après moi, il y en a autant que dans d'autres sports. Puis j'imagine qu'il y a des sports où ça doit être encore pire, là, que comme, tu sais, sur un terrain de soccer, c'est quand même gros terrain, puis t'es 11 gars, puis t'es tout le temps quasiment en train de courir, fait que t'es pas tout le temps arrêté, genre. Mais je suis sûr qu'il y a des sports comme le baseball, où t'es arrêté avec un autre gars sur un tapis, ben tu peux t'envoyer des... Tu peux dire des choses, mais... Mais souvent, les raisons pourquoi on va trash talk contre une autre personne, c'est... Moi, personnellement, c'est quand, exemple, quelqu'un vient fauter un de mes coéquipiers, puis pour lui montrer que, fais attention, c'est mon joueur, si tu le poignes lui, si tu le blesses lui, tu nous blesses à nous tous, genre, ben, on est tous là pour le backup, fait que je vais le trash talk. Mais, tu sais, après, ça dépend beaucoup des contextes aussi. C'est genre... il reste 2 minutes au match, c'est 2-1, puis tu sais, genre, ça commence à être chaud, puis il commence à avoir plein de fautes, ben là, tu vas trash talk aussi, juste pour peut-être jouer avec la mentalité de l'adversaire aussi. Mais tu sais, mettons, il y a d'autres fois aussi, Kev, tu sais, mettons, moi, comme coach, souvent, mon rôle, c'est de regarder justement les joueurs qui ont des mèches un peu plus courtes de l'autre côté. Puis des fois, tu as des gars qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je te rappelle LP, Kev, Kevin Garcia, il y a 2 ans. Lui, c'est un spécialiste. Parce que Kev, c'est un gentil garçon. Okay? C'est comme, il est sale, il donne des bons coups, il est physique, mais c'est un gars, il est straight. Tant que tu ne l'énerves pas, il ne t'énerve pas trop. Mais il est tellement fort psychologiquement à te sortir de ton match que moi, je regardais l'autre côté, je voyais un gars qui était un petit peu plus fragile émotionnellement. Je disais à Kev, lui, il faudrait qu'il prenne un jaune. Tu sais? Fait que là, Kev, il passe le match à l'insulter un peu, tu lui parles, lui donner des petits coups. Tu sais, des petits jeux de psychologie et tout. Puis, à date, à chaque fois que je dis à Kev, lui, il faut qu'il pogne un carton, le gars l'a pogné à chaque fois. Genre, c'est fou, mais ce que ça fait, c'est qu'admettons que c'est un joueur au milieu de terrain ou c'est un joueur plus défensif, mais une fois que tu as le premier carton, ben là, tu es à risque d'en pogner un deuxième puis d'être sorti du match. Fait que là,
c'est plus du tout la même game pour lui. Il faut qu'il fasse attention. Il peut plus faire ce qu'il veut. Fait que là, ça nous donne un petit avantage. Fait que c'est toujours, tu sais, ça fait partie du sport comme tous les autres sports, que ce soit au basket ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'essayer de jouer sur le mental de l'autre. Puis des fois, comme LP a dit aussi, il y a des rivalités qui, ton but, c'est pas nécessairement de le détruire psychologiquement, c'est juste que tu es frustré puis tu as envie d'évacuer un peu. Fait que tu y vas pour du trash talk. Ça arrive entre coachs aussi des fois. Ça. C'est plus subtil entre coachs, par exemple. C'est plus poli. Au soccer, je pense que les coachs sont du même côté en plus. En plus, ouais, non, c'est quand même plus facile. Hein. Mais parlant justement de la rivalité, c'est lesquels vos rivaux que vous avez à ce jour, que toutes les fois que vous pensez à eux, vous faites comme c'est vraiment du monde à battre ou une équipe que j'aurais aimé ça gagner contre eux. Là. Ottawa. Ottawa, puis Concordia un peu, là. Concordia, c'est aussi un peu pire. Puis sinon, Sherbrooke, on essaie de... Ben, dans le fond, Sherbrooke, je le verrais comme une barre de contrôle. Là. Je veux dire, on doit les battre chaque année parce que Racine les haït. En fait, non. Si je dois clarifier, j'ai rien contre Sherbrooke pour vrai. C'est juste que, tu sais, quand une équipe est à notre niveau, pour moi, c'est important. C'est comme Sherbrooke, pour moi, c'est l'équipe à battre. Pas parce qu'il y a une rivalité nécessairement entre les deux équipes, mais parce que pour moi, le niveau qu'ils ont est en dessous du nôtre. Okay. Fait que je peux pas accepter qu'on perde contre eux. Ouais. Vu qu'on n'est pas déjà une équipe de haut de classement, fait que, on peut pas non plus trop avoir des espoirs, ben pas des espoirs, mais des expectations un peu trop élevées certains matchs. Mais il y a des matchs pour lesquels je veux pas négocier. Pour moi, Sherbrooke, à chaque année, on devrait sortir de là gagnant. T'sais. Mais après, les équipes comme Ottawa et Concordia, c'est plus viscéral. C'est plus comme on veut les battre parce qu'on les aime moins. C'est des matchs. Mais après, quand je dis qu'on les aime moins, encore une fois, le coach, je le vois, je le crois, je lui serre la main, je dis comment ça va et tout. On se déteste pas, mais sur le terrain, il y a une certaine animosité entre les deux équipes, une rivalité qui fait que ça vient vite à des matchs de très, très haute intensité. C'est quoi qui crée cette rivalité-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà battu dans le passé ou c'est parce que le niveau de jeu est sensiblement... c'est que Concordia, ils sont cocky, là. Moi, c'est une question d'attitude. Moi, c'est l'attitude, puis c'est des Anglais, là, je sais pas quoi dire. On va regarder ça... Regardez ça politiquement. C'est vrai qu'il y a une petite friction, école francophone, école anglophone, c'est sûr que ça éveille un petit peu. La bonne vieille rengaine au Québec, des Français contre les Anglais. Ouais, c'est ça. Mais justement, Racine, tu as abordé un peu le sujet. Là, on parle de rivalité, mais tu as parlé aussi que tu parles aux coachs quand même en dehors, puis serrer la main et tout. Est-ce qu'il y a une fraternité qui se crée entre les joueurs en dehors des matchs ou si tu croises, mettons, après un match, vous allez au même bar puis l'autre équipe est là, vous allez fraterniser avec eux ou vous allez comme totalement les ignorer ou... Totalement les ignorer, là. Comme un LP. Non, c'est pas vrai. Mais... Pas vrai, ça. C'est pas vrai, mais déjà, nous, on va pas dans les bars après nos matchs. Ça m'est pas arrivé encore avec l'ETS. Mais j'aimerais bien ça. Mais non. Mais pas nécessairement dans un bar, mais je sais pas, moi, après, vous sortez du terrain, à un moment donné, vous êtes plus proche dans le parking ou peu importe. Est-ce que, mettons, tu peux aller parler à quelqu'un de l'autre équipe en disant, c'est le job pour rester sur le terrain, tu m'as déjoué ou peu importe, ou c'est totalement de la haine? Par exemple, moi, je joue au futsal aussi, donc c'est du soccer dans un gymnase, dans le fond. Puis, tu sais, je joue là-dedans, mais j'ai des joueurs contre qui je joue au futsal qui sont mes coéquipiers dans la saison d'été, tu sais. Puis, c'est ça pour... tu sais, moi, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, puis ça s'est promené, puis tu connais toujours des gars de l'autre équipe. Fait que la rivalité est dirigée vers l'équipe, surtout plus que les individus. Comme individuellement, les gars de l'autre équipe, je suis sûr que c'est des bonnes personnes aussi, puis ils sont super gentils et tout, là, mais quand tu es sur un terrain, ben, ils ont un chandail d'une autre couleur, ben, c'est la couleur du chandail que tu haïs plus que le gars. C'est la face du gars. Là. Mais ouais, tu peux aller faire des bonjours après tes matchs, puis les pros, ils font tout ça, là, ils se donnent tous des bisous. Là. Ouais, c'est vrai, ils se donnent la main, puis
Ben, c'est un peu la beauté du sport. Tu sais, ce qui se passe sur le terrain, ça finit tout de suite après. Tu sais, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma carrière, justement, de joueur, que comme tu sais, pendant le match, on en venait quasiment au coup avec quelqu'un parce que justement, dans le match, c'était tellement enflammé. Puis, tu sais, t'es dans l'émotion, puis tout. Puis dès que le sifflet finit, tu vas le voir, puis tu dis, oh, good job, genre, bien joué. Puis tu le croises ou sinon, à quelque part, puis tu dis, ah, ça va, ouais, on s'est déjà croisé sur un terrain. Tu sais, je pense que c'est ça la beauté du sport. Puis c'est pour ça aussi qu'on c'est encouragé beaucoup dans les milieux défavorisés, dans les milieux où il y a beaucoup de délinquance, le sport, parce que tu fais vite le lien entre ce qui se passe sur le terrain, c'est dans les conditions du terrain. C'est-à-dire que tu es ennemi avec lui juste parce que vous jouez pour deux équipes différentes. Mais à partir du moment, comme LP a dit, vous enlevez votre chandail, mais on est tous citoyens du monde, puis il m'a rien fait personnellement. Puis peu importe ce qu'il m'a dit sur le terrain, il me l'a dit parce qu'on était dans un milieu d'adversité. Mais à partir du moment où il n'y a plus ce challenge-là de gagner, ben, j'ai plus aucun intérêt à continuer à aller le voir pour le trash talk. C'est fini. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais des fois, ça peut tourner au vinaigre. Moi, je connais des joueurs qui se détestent dans la vraie vie parce qu'ils se détestent sur le terrain. Ça peut arriver. Mais c'est rare, je pense. J'ai vu ça souvent. Même je l'ai vécu aussi. Là. Ah ouais? La frustration, même après en dehors du terrain, après la game. Quand tu vas à la même école, en plus, des fois, c'est encore... Mais par rapport à ça, dans le fond, on parle, dans le fond, vous dites le soccer, des fois, on peut jouer à 7, on peut jouer à 11. C'est quoi la plus grosse difficulté dans ce sport d'équipe-là? Tantôt, je sais que tu avais abordé des fois qu'il y avait une différence de niveau, que des fois, tu peux avoir des joueurs un peu plus d'élite dans la même équipe et des joueurs moins bons. Est-ce que ça serait quoi la plus grosse difficulté selon vous? Par rapport aussi en lien, est-ce qu'il y a des frustrations qui vont se mêler à ça? Mettons, si vous perdez des matchs, que vous dites, OK, si on avait tous été des joueurs du même niveau, ça aurait bien été, mais là, vu qu'on est mélangé, complexe. Vas-y, Joe. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, parce qu'au début, tu as parlé des différents. J'ai mêlé deux affaires en même temps. OK, c'est ça. Formule-nous ça, Kev. OK, on va commencer par la première question. C'est quoi la plus grosse difficulté, dans le fond, d'un sport d'équipe? Là, en ce moment, on parle du soccer, bien sûr. C'est quoi la plus grosse difficulté au niveau du soccer que tu trouves en tant que joueur? Moi, je trouve que c'est avant tout, exemple, quand tu as des nouveaux coéquipiers, là, premièrement, c'est de les connaître leur style de jeu, connaître c'est quoi ses habitudes. Parce que c'est toutes des choses que, après, tu vas jouer avec lui dans un vrai match. Fait que, genre, plus tu connais quelqu'un, ben, plus tu peux mieux t'adapter à lui, plus tu peux t'adapter à ton style. Ça, je te parle vraiment au niveau d'équipe. Puis, je pense qu'individuellement, moi, personnellement, je trouve que c'est être capable être capable de gérer le stress à chaque match différemment. C'est genre, plus tu fais du match, moins t'es stressé. Mais à la fin, t'as quand même un objectif. Puis tu veux quand même arriver à cet objectif. Puis comme on parlait, le soccer, c'est pas quelque chose de planifié. Genre, tu peux commencer à gagner 2-0, puis après 60 minutes de jeu, c'est rendu 3-2 pour l'autre équipe, mais tu voulais gagner au début du match. Fait que là, t'es dans un autre contexte. Puis c'est de s'habituer à ce nouveau contexte pour pouvoir pour pouvoir arriver à l'objectif que tu t'es donné, parce que jouer un match sans objectif, jouer un match juste pour s'amuser, c'est le fun, là, mais c'est plus le fun quand tu dis, OK, moi, je joue ce match-là, puis je veux gagner ce match-là, coûte que coûte. Mais là, c'est là que tu rentres dans la compétition, puis c'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est mon point de vue, là. Je sais pas si vous voulez partager quelque chose d'autre, les gars. Moi aussi, je pense que c'est tough de s'adapter. Ce qui est le plus difficile au début, c'est de trouver des points en commun, d'avoir une équipe qui évolue toute dans la même direction, qui veut toute la même chose, puis qui veut utiliser les mêmes moyens pour parvenir à ses buts. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même de la difficulté à l'ETS, honnêtement, depuis 2 ans. Je pense que on avait un groupe qui était il y a 3 ans, on avait un groupe très uni et très unidirectionnel. Puis, c'était notre première année dans la RSEQ en hiver. Donc, on voulait vraiment tout donner. Puis je pense qu'il y avait beaucoup d'anciens puis beaucoup de nouveaux. Donc, on avait un bon équilibre. Puis, ce qui faisait que, les anciens, ils savaient que c'était juste un bonus de pouvoir jouer en RSEQ, tandis que tu avais des nouveaux qui allaient arriver qui
qui pour eux, ils savent pas que c'est nouveau, que l'ETS joue là, puis que il y a eu des étapes difficiles avant de se rendre là. Donc, pour eux, c'est pas un big deal. Donc, pas tout le monde était dans la même direction, mais la première année, tout le monde allait vraiment dans la même direction, puis on a vraiment fait une bonne année. Puis c'est ça que je te dis. Donc, que maintenant, c'est rendu plus difficile de juste unir un groupe à aller tous dans la même direction, puis de suivre ce que le coach dit, puis comme Joey dit, quand tu connais tes coéquipiers, tu es en mesure de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour eux et pour toi. Puis pour l'instant, c'est pas toujours le cas, là, mais c'est surtout ça qui est difficile, je trouve. C'est sûr que c'est une grosse difficulté puisque tous les bons joueurs, admettons, s'ils veulent aller dans une autre université, il y a plusieurs avenues dans lesquelles ils peuvent étudier. Tandis qu'à l'ETS, tu ne veux pas être ingénieur, mais tu ne viendras pas dans cette école-là. Non, c'est ça. Je pense qu'à l'ETS, il n'y a personne qui est venu pour jouer au soccer. Tout le monde est venu pour être ingénieur. Ouais. Tandis que, par exemple, tu vas dans d'autres universités, UDM ou même Trois-Rivières. Je sais que Trois-Rivières, ils ont fait venir des gars de France. Puis, ils leur donnent des très bons avantages genre, juste pour être dans l'équipe de soccer. Okay. Je pense pas que Racim t'a fait venir qui que ce soit de France. Non, malheureusement non, on était supposé, mais en tout cas c'est un fait cocasse là, mais on a fait affaire avec une compagnie de recrutement. Mais tu sais, vu que nous on n'offre pas vraiment de bourse, on n'a pas encore de système de bourse, on n'a pas encore développé ça, ben ça fait que nous on n'a rien vraiment à offrir à part un cadre scolaire, puis peut-être certains avantages au niveau des horaires des fois et tout. Mais tu sais, maintenant ils nous ont envoyé, je me rappelle, ils nous ont envoyé un joueur qui nous a envoyé la vidéo. Puis pour vrai. J'ai trouvé ça incroyable que tu nous envoies une vidéo comme ça. Je l'ai dû la montrer à tous mes assistants en disant OK, c'est sûr qu'il nous niaise. Tu sais, mettons, tu m'envoies une vidéo d'attaquant, puis le highlight, c'est combien de buts tu as manqué, puis combien de ballons tu as perdu. Moi, j'ai regardé ça, j'étais comme non, ça se peut pas. Je dis, ça se peut pas qu'ils m'aient envoyé ça comme vidéo de recrutement. Il y a eu 3 face-à-face dans la vidéo, puis les 3, il les a manqués. Je suis comme, mais. Je comprends qu'on n'offre pas de bourse, là, mais à un moment donné, il faut que tu nous respectes un peu et tu nous envoies quelque chose de bien, tu vois. Mais quoi, comme LP disait, tu sais, il y a 3 ans, on avait vraiment un groupe incroyable parce que c'était composé de plusieurs anciens qui ont travaillé pour monter le programme avec moi, dont Omar, Yanis, Amine et tout. Donc, tu sais, c'est des gars qui ont vraiment donné beaucoup dans le passé. Avant, on jouait un soccer à 7. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire des Piranhas de l'ETS, il y a eu une équipe à 11 qui jouait en RSEQ, donc en Youth Sports, en 2004, pour 1 an seulement. Aucune victoire, un match nul. Je pense qu'ils avaient un truc comme 37 buts contre en 12 matchs. Donc, tu sais, c'était pas glorieux. Fait qu'ils les ont sortis. Ouais, ça a été vraiment comme assez drastique comme entrée et sortie. Ça a été vite. Puis là, depuis, dans le fond, il y a une deuxième division qui s'était créée de 7 contre 7, mais juste l'hiver. Fait que l'ETS était là-dedans depuis 2004. Puis moi, mon arrivée en 2014, 2015, c'était de justement essayer de voir c'est quoi qui manque pour rejouer à des hauts niveaux, pour rejouer à 11. Puis pour ceux qui étaient là, ben, tu sais, Jonathan et LP, ils n'ont pas connu ça. Mais tu sais, dans mon cadre, genre Armel, Omar, ça, ils ont connu ça. Puis tu sais, c'était fou, là. On partait à Trois-Rivières, on jouait 4 matchs 7 contre 7, puis on revenait. Mais tu sais, c'était des 7 contre 7 qu'on jouait contre des équipes qui arrivaient là. Puis pour vrai, le niveau n'était pas incroyable. Puis c'était quand même, genre, tu sais, c'était difficile de se motiver pour dire, OK, on s'en va jouer du sport d'élite. T'sais. Fait que, tu sais, ça en partie de là. Puis c'est des gars qui ont tout sacrifié parce que c'est des bons joueurs. Tu sais, ils avaient le niveau bien au-dessus de ça. Puis ils auraient pu, genre, dire non, tu sais, c'est le niveau bas, puis je veux me concentrer sur mes études. Mais je leur ai proposé le projet de justement faire les efforts, puis essayer de se regrouper pour essayer de jouer en RSEQ, jouer à 11 contre 11. Fait que j'ai comme réussi à comme mettre un peu d'engouement là-dedans. Fait que pendant 3 ans, on a travaillé fort. On a gagné le championnat d'hiver comme haut la main pour justement gagner notre place en RSEQ à 11 contre 11 avec les meilleures universités au Canada. Puis quand c'est arrivé, ben justement, tu sais, LP, Jonathan, ils étaient là. Puis ils étaient là dans l'engouement que les anciens étaient comme, yo, on a réussi, on est là. Puis là, il faut se prouver. Fait qu'ils ont réussi à leur transmettre ça.
Mais là, on a quand même fait une bonne saison, une bonne première saison. Pour vrai, j'étais quand même satisfait. Il y a des matchs qu'on a perdus à contre-cœur. Même la demi-finale, on a perdu 2-1 contre l'UQAM. On mène 1-0 jusqu'à la 65e minute. Puis, tu sais, ils nous marquent 2 buts rapides, puis ça finit 2-1. Tu sais, c'est l'UQAM, on s'entend, là, ils étaient finalistes championnat canadien cette année-là. Là. C'est quelque chose. Comment? Ça fait très mal, cette défaite-là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Fait que là, l'année d'après, on dirait que j'ai pas su jouer des cartes ou comme essayer de remettre tout parce qu'on a perdu quand même beaucoup de joueurs clés. Puis on n'a pas réussi à refaire cet engouement-là puis garder. Fait que comme LP a dit, il y en avait certains qui étaient là juste pour dire, comme ils n'avaient pas les mêmes ambitions, ils étaient là pour plus pour comme jouer puis avoir du fun. Puis il y en avait qui étaient là pour dire, comme l'année passée, on a failli se rendre en demi-finale, ben, cette année, on y va pour la demi. Puis c'est là que c'est la difficulté des joueurs, c'est quand tu joues avec quelqu'un à côté de toi que lui, il est content de faire 60 minutes puis de toucher un ballon, puis que toi, si tu gagnes pas, tu sors pas de là avec un sourire, ça clash, là. C'est difficile de garder un... Je comprends. Puis en lien avec ça, justement, mais puis tu as touché à une question, dans le fond, que je voulais aborder. Tu sais, moi, j'adore le côté psychologique, surtout dans le niveau des sports. Puis là, tu disais que c'est une défaite, dans le fond, qui a fait vraiment mal. Je veux savoir, par rapport à ça, c'est comment que vous vivez la défaite? Est-ce que c'est quelque chose qui vous démolit ou vous dites que c'est juste un tremplin pour devenir meilleur par la suite? Ah ben, dans ce cas-là, je pense que ça nous a démolis. Ah non, je disais, moi, en tout cas, ce match-là, c'est parce que on gagnait 1-0. Puis, comme Racine dit, c'est une des top équipes Canada. Là. Fait que, on jouait un des très bons matchs. Je pense que c'était le meilleur match que je me rappelle qu'on a fait à l'ETS, là, vraiment. Puis, on n'a pas perdu parce qu'ils étaient meilleurs que nous. C'était vraiment parce que c'était des buts, là. Les buts étaient pas beaux. Puis, c'était comme... on se faisait... En tout cas, je veux dire, c'était un concours de circonstances. Puis, on s'est pas fait battre à plate couture. Là. Puis, on aurait tous vraiment aimé passer à la prochaine étape. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment dommage. Mais si, mettons, une équipe te démolit 8-0, je pense que ça, je veux dire, ça, tu peux juste l'utiliser comme tremplin parce que il y a rien d'autre à faire que ça. Là, mais je veux dire, ça va dépendre de la circonstance, là, vraiment. Là, de comment tu as perdu ton match. Là. Il y a des matchs qui sont vraiment beaucoup plus décisifs, là, puis c'est là que tu sens plus la défaite, là, puis que ça te démolit. Racine, il nous dit souvent, il n'arrive pas à dormir à cause que parfois la défaite fait trop mal. Mais il y a d'autres matchs, comme LP disait, que ouais, parfois on perd, puis on sort de ce match-là, puis oui, on est fâché, mais comme on sort de là, puis comme on a de quoi apprendre de ce match-là. Genre, ce match-là est là pour nous faire avancer en tant qu'équipe. Fait que c'est vraiment, ça dépend surtout de l'importance des matchs, je dirais. Là. C'est comment que vous faites pour revenir, admettons, par la suite, justement, et puis tu disais que c'est une défaite crève-cœur. C'est quoi quand je faisais le chemin, mettons, psychologiquement parlant, que vous allez retenter pour revenir, mettons, dans le prochain match pour dire, OK, là, on va gagner et tout. Est-ce que c'est Racine qui vous fait des speeches, genre de fou dans la chambre des joueurs, genre, ou c'est vous individuellement que chez vous, OK, tu dis, on repart à 0, on efface ce qui est en arrière, puis on commence? Moi, perso, je pense que mes speeches sont à 0, là, mais les gars vont parler. Là. Je suis pas le best là-dedans. Ben moi, personnellement, moi, j'aime ça me dire que OK, on n'a pas bien fait. Let's go, les gars, on travaille plus fort, puis on se donne plus. Puis genre, moi, individuellement, je mets ma part. Puis ce que j'apprécie de l'équipe, c'est que, tu sais, après, il n'y a personne qui va venir te pointer du doigt, exemple. Comme ça arrive de temps en temps, mais tu sais, j'apprécie que le staff technique, ils sont quand même sévères là-dessus, que genre, quand tu pointes sur un de tes propres joueurs, tu sais, c'est genre, tu fais pas ça, là. C'est vraiment méchant, c'est vraiment bête. Puis comme, je trouve que, comme, moi, en fait, juste par expérience personnelle, genre, la saison d'automne, la finale, moi, je l'ai mal vécu. Moi, j'ai pas dormi. C'est vraiment, genre, un des pires matchs que j'ai fait. Puis comme, pour revenir plus fort, durant les vacances, j'ai dû travailler, j'ai dû m'entraîner, vraiment, c'était un combat mental plus qu'autre chose. Puis je dirais même, ça a pris part jusqu'à la saison qui a suivi durant l'hiver. Mais à me donner, ça débloque, à me donner, genre, c'est une question de reprendre la confiance, c'est une question de vraiment te dire, OK, non, c'est un match du passé. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va réarriver. Juste
faut que tu sois discipliné, il faut que tu continues à avancer. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est l'étape la plus difficile de soccer, c'est vraiment quand tu perds la confiance. Puis quand tu perds la confiance, tu n'es vraiment plus le même joueur. Puis je le dis par expérience personnelle, puis Racine peut en témoigner, puis même LP peut en témoigner là. Puis, mais c'est vrai que mais quand tu reprends ta confiance, tu es vraiment toi, tu es vraiment le joueur que tu devrais être. Puis c'est à ce point-là que ça peut être autant négatif, comme quand une défaite fait mal. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux parties, c'est ça. Quand tu perds un match, il y a ta partie individuelle, toi qui repenses à tes actions, qui repenses à qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Souvent, c'est pas ça ce qui s'est passé. C'est rare que c'est toi qui as fait perdre ton équipe. Là. C'est très, très rare que ça va arriver, ça. Fait que c'est comme souvent... moi, je trouve souvent la première pratique après un match, comme un match horrible, là, ben, faut pas oublier qu'à la base, Racine, c'est un kinésiologue. Là, fait que c'est jamais des pratiques relax, ceux-là. Mais je sens que comme quand on écoute là, on vient de se manger, on a fait une mauvaise performance, puis que tu le vois vraiment qu'à la pratique d'après, tu le vois si les gars ils veulent revenir ou pas. Si ils ont toute la tête basse puis qu'ils sont pas là en mode on défonce tout, ben c'est mauvais signe. Mais souvent, ben en tout cas nous, ça nous est arrivé d'avoir des mauvais matchs. Puis quand on est là à la pratique d'après, je peux te dire que tous les gars, on est concentrés puis on donne, on donne. On cherche à être meilleur là. Ouais, puis moi, ce que j'aime, c'est tu travailles avec tes partenaires, tu travailles avec tes frères, ta famille. Là, c'est ça, cette équipe-là, c'est une famille. Donc, on souffre tout ensemble, puis on gagne ensemble, on perd ensemble, puis on fait tout ensemble. Donc, Ouais, ben, c'est pour ça que je disais que, pour revenir à mes speeches, je les trouve pas incroyables parce que, personnellement, moi, je suis quelqu'un de direct. Puis, les gars le savent, là, je sais pas, je code pas, mais j'essaie quand même de faire attention parce que, comme Joe a dit, il y a beaucoup de joueurs qui dépendent beaucoup de la confiance. Puis, des fois, la façon que tu vas dire quelque chose peut détruire la confiance d'un joueur. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma carrière. J'ai vu des coachs s'acharner sur un joueur, puis, genre comme être sec, puis c'est fini, là, il vient de tuer sa carrière, le joueur va plus jamais s'en remettre. Pour lui, c'est comme détruire, alors que le coach est comme, ben là, je vais juste dire ce qu'il en était. Puis moi, je suis de ceux qui croient que, mettons, je vais prendre un exemple, si Joe rate une passe, là, ça rien que je dis, Joe, t'as raté ta passe. Je veux dire, le feedback est assez immédiat, c'est assez directement dans le jeu. Fait qu'est-ce que ça sert à quelque chose de dire à la fin du match, bon, toi, t'as mal défendu sur celle-là, c'est pour ça qu'on a pris le but. Toi, t'aurais pu mettre dans le but. Tu sais, on l'a vu, ça. C'est quelque chose qui est comme qui est palpable, qui est évident. Fait que, j'essaie toujours de retomber sur les bases de ce qui peut. Tu sais, ça, tu peux pas vraiment l'individualiser. Puis des fois, on me l'a reproché un peu de dire comme, tu sais, il faudrait que tu dises comme que c'est ça qui s'est passé. Tu sais, c'est vraiment c'est ça qui a fait qu'on n'a pas gagné le match, c'est à cause de telle ligne défensive. Tu sais, comme Nalipi a dit, c'est jamais à cause d'un joueur, là. C'est jamais arrivé ever que c'est un joueur qui a fait perdre le match, là. Fait que, tu sais, c'est toujours souvent le milieu de terrain qui a mal fait, des fois c'est en défense, on a mal géré, des fois c'est l'attaque qui n'a pas marqué, des fois c'est tout en même temps, fait que ça va vraiment mal. Fait que dans le fond, c'est d'essayer de trouver les mots pour. Mais moi, vu que je suis quelqu'un d'assez direct, puis tu sais, je suis pas quelqu'un de féministe, puis je dis les choses comme elles sont. Puis vu que je dois faire attention à pas le faire, ben des fois ça fait des speeches un peu tu sais, qui vont dans tous les sens, puis qui sont pas nécessairement aussi percutants que je le voudrais, mais en même temps, je me dis, je préfère ça que de briser un joueur parce que j'ai été comme sur son dos, que j'ai dit quelque chose qui est mal passé ou quoi que ce soit. Après, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise stratégie? J'apprends encore un peu, mais je pense que c'est important, comme NP a dit, que dès la première entraînement après le match, que les gars comprennent que là, le match est passé, c'est 3 points qu'on a perdu, le score, dans 2 ans, plus personne ne va s'en rappeler, t'es qu'on s'en fout. Mais là, le prochain match, il n'est pas encore là, fait qu'il faut travailler pour. Puis ça, c'est difficile. Ça, c'est tough parce que, comme il a dit, il y a des gars qui arrivent tête baissée déjà. Comme je les vois arriver, ils ont tête baissée, fait que t'es comme bon, là, je fais quoi, tu sais? Je kick, je tire un ballon dessus, j'écris dessus. C'est là que c'est compliqué. Des fois, j'en kick des ballons. Vous avez joué combien d'années ensemble, les trois? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Puis est-ce que vous avez vu, là, je parle aux joueurs plutôt qu'au coach, mais c'est comment, est-ce que vous avez vu une évolution justement au niveau de Racine dans sa façon de coacher? Ah, c'est sûr. Ouais, vraiment. Parce que on parle souvent des coachs qui voient l'évolution des joueurs, mais ça, moi, je m'intéresse à l'autre côté aussi de la médaille. C'est quelle évolution que vous avez vue en ligne? Vous voulez que j'enlève mes écouteurs comme ça?
enlève tout, mute tout. Non, mais Kev, c'est comme un avocat. Ce qu'il se dit ici, c'est pas le droit de l'utiliser contre vous après. Non, mais je pense que Racine lui-même, il est très, très critique envers lui-même. Je veux dire, c'est évident qu'il veut s'améliorer. Puis moi, je pense que son style de coaching a changé aussi avec les années. Genre, je pourrais pas te dire exactement tout ce qui a changé, mais comme je sais que la première année, en tout cas, juste vite de même, là, j'aurais pas de points spécifiques que Racine a changé. Mais je pense, surtout, je sais que Racine, en ce moment, il a essayé plusieurs formations différentes lors de la dernière saison. Lors des 2 dernières saisons, Racine, il a beaucoup essayé des choses. Puis je pense que vers la fin de notre 3e saison, de celle qui vient de se finir, là, je pense, on dirait t'avais mis le doigt dessus, Racine, puis que t'es arrivé avec un système qui fonctionnait, puis qu'on avait confiance là-dedans. Puis c'est ça, je pense que de plus en plus, tu arrives à nous mettre en confiance, puis de développer des nouvelles techniques. Je pense que, tu sais, à tous les entraînements, comme, tu sais, j'ai un coach à Outremont, tu sais, lui, ça fait des années qu'il coach et tout. C'est un gars, c'est le président du club, fait il a énormément d'expérience. Puis j'ai l'impression que tous les entraînements sont comme toujours pareils. Chaque année, on fait toujours, on repart de la même base, puis on s'en va vers quelque chose de différent. Mais avec Racine, j'ai l'impression que chaque entraînement, genre, il n'y en a pas un pareil de l'autre. Ouais. Toujours en train de changer, comme. Tu souffles pas pareil, genre. Non, c'est ça. Mais je pense que quand Racine va voir ce qui marche, ça va bien marcher. Puis, il aura essayé plusieurs autres affaires. Puis, c'est ça que je constate, là, c'est qu'il s'essaie beaucoup. Puis qu'une fois qu'il va trouver ce qui marche, ça va bien marcher. Là. Je sais pas pour ce que t'en penses, Joe. Là. Ben aussi, moi, je trouve, tu sais, la première année où moi puis LP, on est rentré, qu'on le veuille ou non, Racine avait quand même son cœur d'équipe. Puis dire que l'année directe après, son cœur d'équipe disparaît, parce que tout le monde est parti, soit qu'ils ont fini le bac ou que peu importe. Ben, genre, tu sais, ça déstabilise autant l'équipe comme l'entraîneur. Puis, mais on a vu que ça nous avait tous déstabilisés, mais tu vois, comme LP disait, maintenant, la 3e année, comme, il commençait vraiment il savait comment gérer l'équipe qu'il y avait maintenant, puis genre, tu sais, je sais que la prochaine fois, Racine ne va pas faire ça, c'est des affaires que tu apprends en cours de route en tant qu'entraîneur, genre. Puis l'entraîneur que moi j'ai connu au début, c'est sûr, même moi je suis du même avis que LP, il a beaucoup progressé parce qu'il est ouvert au feedback, parce qu'il ne se limite pas, il pense pas que ah ouais, je suis déjà le meilleur entraîneur. Genre, tu sais, genre, moi j'apprécie vraiment qu'il se autocritique pour pouvoir être un meilleur parce qu'à la fin, c'est avantageux pour l'équipe. C'est ça mon. Racine, comment tu te perçois là-dedans? Est-ce que tu adhères avec ce que les gars c'est sûr que ça me touche au cœur. C'est 2 joueurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ça, c'est un autre truc aussi que, tu sais, mes joueurs, je les apprécie tous. Puis ceux avec qui ça va pas, tu sais, je les confronte tout de suite. Puis tu pourras demander au gars, dès que je vois quelque chose qui va pas, je dis, OK, viens-t'en, on va parler. Parce que moi, j'aime pas ça. Que je sens qu'il y a un joueur qui aime pas, soit qui n'est pas heureux ou qui n'est pas de bonne humeur ou quoi que ce soit. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe parce que pour moi, c'est important. J'ai eu beaucoup j'ai un parcours pas nécessairement flamboyant toujours, mais j'ai quand même joué à des bons niveaux, qui fait que j'ai vu des coachs qui s'en foutaient un peu. C'est un joueur qui est moins bon, s'il n'est pas content, le coach, il s'en fout. Puis ça, c'est des choses qui sont dommages parce que moi, j'ai déjà fait partie des vraiment pas bons, que j'ai fait partie des bons. Fait que, je connais un peu la médaille des 2 côtés. Puis je me dis, je veux pas reproduire ça. Mais des fois, tu reproduis malgré toi, puis tu te rends compte que, justement, comme les gars ont dit, moi, je mets beaucoup d'emphase sur l'autocritique. Puis, je demande beaucoup l'avis de certains joueurs qui, mettons, comme LP, joue semi-pro. Fait que, des fois, je lui demande comment tu as trouvé l'entraînement, y a-t-il des choses à changer, est-ce que le rythme était bon? Parce que je sais qu'il connaît des niveaux plus hauts. Et il peut me donner un vrai feedback. Puis LP, c'est pas le genre à me dire des trucs pour me faire plaisir, comme moi, je vais pas lui dire des trucs pour lui faire plaisir. Fait que, c'est des feedbacks comme ça qui sont importants pour moi parce que je me dis, si il y a des choses que j'ai détestées de mes coachs, je pense que c'est parce que les coachs n'ont jamais demandé aux joueurs qu'est-ce qu'ils ont pensé. J'ai joué, pour vrai, il y a des années où j'étais là, puis j'ai regardé le coach faire, puis j'étais comme, mais pourquoi on fait ça? Comme j'ai aucune idée pourquoi le coach veut qu'on fasse ça, parce qu'en ce moment, j'ai pas l'impression que c'est de ça qu'on a besoin.
Puis je regarde autour de moi, puis tout le monde pense la même chose que moi. Tu sais, c'est pas moi qui est comme contre le système ou quoi que ce soit. Tu sais, on était tous d'accord qu'on est en train de vraiment pas s'en aller vers la voie qu'on devrait. Mais le coach, à aucun moment, il s'est remis en question. Puis ça, c'est des choses qui créent justement une séparation. Puis c'est ce que je veux éviter. Mais des fois, ce qui arrive, puis les gars vont être d'accord, comme ils ont dit, mon cœur d'équipe de la première année, pourquoi c'était plus facile, on va dire, à gérer? Parce que c'est des gars on a comme grandi dans l'équipe ensemble. Quand je suis arrivé en tant qu'assistant coach, ils étaient déjà là. Puis quand tu es assistant coach, c'est pas le même lien que tu as avec les joueurs que quand tu es coach. Parce que quand tu es assistant coach, tu ne prends pas vraiment de décision. Fait que les gars, ils sont plus tendance à comme être plus ouverts à toi. Surtout quand on a le même âge presque, là, parce que veux pas, quand je suis arrivé à l'ETS, j'avais 26 ans. Puis à l'ETS, c'est un peu plus vieux. Fait que les gars avaient comme 23, 24. Fait qu'on avait quasiment le même âge. Fait que tu sais, j'étais plus comme un ami. Puis ça, c'est comme rester un peu. Puis quand les gars sont partis, parce que oui, on était comme amis, mais en même temps, c'est des gars qui comprenaient que sur le terrain, c'est sur le terrain, puis sur le terrain, c'est différent. Mais après, quand tu es dans un milieu où tu essaies de te rapprocher des joueurs, puis là, certains ne comprennent pas que je me rapproche de toi, mais pas pour qu'on devienne amis. C'est juste que je veux qu'on ait une relation plus ouverte en tant que coach-joueur. Des fois, ça peut partir un peu comme tu es trop proche des joueurs, fait que ça fait que des fois, il y a des difficultés de discipline, des affaires comme ça. Des fois, c'est juste comme, admettons, tout le monde ne sent pas que c'est le même traitement pour tout le monde, alors que moi, j'essaie vraiment au maximum de traiter tout le monde de la même façon, tout en gardant en tête qu'on est dans un compétitif. Fait que s'il y a des meilleurs joueurs, c'est sûr que ça ne sera pas exactement la même chose que s'il y a des moins bons joueurs, c'est normal. Mais en même temps, j'essaie vraiment de ne pas créer d'injustice. Puis comme les gars ont dit, si je demande pas, je prends pas le feedback, pour moi, c'est comme si je faisais pas ma job vraiment. Mais j'apprécie le fait que les gars pensent que ça se développe. Puis oui, effectivement, j'ai vraiment l'impression que dans les on va dire quoi, 4-5 derniers matchs de la saison passée, ça a commencé à rentrer dans un pattern, quelque chose que je peux comme utiliser. Mais peut-être que l'année prochaine, je vais devoir tout recommencer. Tu sais. On ne sait jamais les joueurs qui vont se pointer au try-out. Là, je vais peut-être avoir d'autres touristes encore. Puis... Ah, les touristes! Pour vrai, les try-outs, ça doit être les moments les plus anecdotiques de toutes les saisons. Là. C'est fou. Là. On en voit C'est tellement drôle. Je commence la pratique, il y a comme 50 joueurs. À la moitié de la pratique, il y en a déjà 40. C'est comme ils sont partis les 10 autres. Ils sont partis à la maison. Là. Ben, parce que tu vas peut-être me trouver méchant, Kev, mais moi, personnellement, tu sais, les gars le savent, là, on a 3 semaines là, de try-out, puis après ça, la saison, elle commence. Fait que, tu sais, il y a des gars, j'ai pas le temps. Là. Comme je les vois, puis ils touchent un ballon, puis je vais les voir, je vais dire désolé, ta pratique est finie, puis c'est comme je viens d'arriver, ouais, ça le fera pas. Puis, tu sais, des fois, c'est des gars qui viennent me voir, me disent, ouais, tu sais, le gars là-bas, c'est fini. Je pense pas qu'il peut continuer. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement méchant que tu connais ton affaire. Là. Je veux dire, si tu as l'œil puis tu sais comment ça se passe, puis justement, t'as pas de temps à perdre, fait que lui, regarde, on skip. C'est ça. La plupart des sports, c'est pareil. Là. Ouais. Mais bref, je vois le temps quand même défile rapidement. Là. Ça va faire bientôt pas 1h30. Là. On a commencé un peu en retard, là, mais on va terminer quand même avec 2 questions. Ouais, c'est ça. On va terminer. J'aimerais savoir, justement, Racine, tu parlais de try-out, ça va en faire partie. Un de vos plus beaux souvenirs ou encore un de vos pires souvenirs que vous avez vécu, pas nécessairement avec les Piranhas, mais tu sais, juste dans votre carrière de soccer. Ok, les gars, vas-y, on wrap up ça. Là. Un moment vite fait. Puis... non, mais on a encore du temps, là, mais je vois, on ne va pas déblatérer pendant 50 minutes. C'est sûr que. Attends, ta question, c'est le pire ou le meilleur, t'as dit? Celui qui t'a marqué le plus. Si ton pire moment t'a marqué le plus que le meilleur, vas-y avec ça. Ben, le meilleur pour moi, c'est quand on a gagné la Coupe du Québec avec mon équipe. Puis quand que j'ai commencé à jouer semi-pro, parce que, anecdote drôle, là, c'est que moi, j'étais un défenseur, donc déjà, je marque pas beaucoup de buts. Mais puis j'étais un inconnu de la Ligue, la première année. Mais après 2 matchs, j'étais le meilleur buteur de la Ligue. J'avais marqué 3. Ça, c'était fou parce que je me rappelle, pour vrai, LP a travaillé vraiment fort pour faire les try-outs. Puis, tu sais, je me rappelle à ce temps-là, il y avait comme quelques équipes semi-pro qui l'étaient intéressées. Mais moi, je l'avais conseillé autrement parce que je trouvais que son style, justement, il fitait. Je connaissais des gars là-bas. Puis, tu sais, je regarde, tu sais, je me dis, je vais aller voir mes joueurs comment ils vont dans le semi-pro. Dans ce temps-là, il y avait Kevin puis LP.
Là, je regarde Kevin, je vois qu'il ne joue pas beaucoup, tu sais, dans la réserve dans ce temps-là avant de percer. Puis là, je regarde, puis je vois que. Je regarde dans les buteurs, je vois Louis-Philippe Campagna, meilleur buteur de la Ligue. Je dis, what? Je lui ai écrit tout de suite pour les dire, encore défenseur central ou ils te font jouer ailleurs? Non, défense centrale, 2 buts en 2 matchs, début de saison. 3 buts même, je pense. 3 buts en 2 3 matchs. buts. Ouais. Donc, ça, je pense que c'était un de mes meilleurs moments, ça. Puis le pire, ben, il y a une couple de défaites, là, entre autres contre Ottawa, là, qui ont fait mal. Là, des défaites. Tu perds contre ton rival par beaucoup, là, ça fait mal. Ça fait mal. Ou sinon, quand tu te fais Les rattraper, Anglais encore. on gagnait 3-0 une fois un match, mais ça, c'était avec mon équipe du secondaire. Là, mais on gagnait 3-0, puis on jouait à Georges Vanier. Puis Georges Vanier, c'est une école où ils crient après. Il y a de l'ambiance. Dans le terrain quasiment. Là. Fait que t'as comme toute l'école qui est là dans un gymnase en train de crier. T'es en train de gagner 3-0. Puis là, ils te marquent 4 buts là, en quart de finale. Oh. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ben oui. Ouais, ça fait mal. Après ça, ils viennent dans nos vestiaires, ils pètent tout. Genre, les gars c'était malade. Là, Georges Vanier, c'était quelque chose. Ben moi, pour un des meilleurs moments, pour le reste, c'est vraiment un des meilleurs moments. Là. C'est un des moments que j'ai passé ici avec les Piranhas. Puis c'était quand on avait gagné bête comme ça. Là, c'est vraiment quand on avait gagné contre Ottawa l'année passée. Genre, je sais que leur rival. Moi, quand je suis arrivé, je sais que la rivalité existait déjà, mais on n'avait pas encore réussi nécessairement à gagner la saison. Puis là, quand on l'avait gagné, puis partager ce moment-là avec le groupe à ce moment-là, puis genre. Parce qu'à la fin, l'équipe Piranha, c'est une famille. C'est pas des coéquipiers, c'est vraiment une famille. C'est vraiment du monde que tu vois 3 fois semaine. Tu leur parles, on se parle sur les réseaux sociaux, on reste en contact, on étudie ensemble. Tu sais, à un moment donné, ça devient vraiment des personnes qui sont proches. Fait que genre, ça, c'était vraiment un des meilleurs moments qu'on a gagné, on a célébré. Puis on a, tu sais, c'était vraiment, tu sais, on est rentré content à la maison. Hein. Puis sinon, un des pires moments, comme un peu LP a dit là, les défaites contre Ottawa ou même les grosses défaites qu'on se prend en RSEQ, là, ça fait mal aussi. Là. Puis, ouais, c'est environ ça. Moi, meilleur moment, je t'avoue que c'est la première victoire qu'on a eue. Non, en fait, non, c'était la deuxième. La vraie victoire, en fait, je dirais. Parce que, tu sais, on avait gagné 1-0 contre Sherbrooke cette année-là. Mais je trouve pas que, tu sais, on était contents, mais pas tant que ça. Ouais. Parce qu'on s'attendait un peu. Mais là, on a joué McGill, puis on a gagné 3-1. Mais quand je te dis, comme on a dominé le match. Tu sais, genre, on est arrivé, puis tu sais, on était les underdogs. Personne ne nous connaissait, tout le monde était comme à l'ETS, whatever. On avait pris 5-0 contre Lucam à un moment donné dans le processus. Tu sais, tout le monde était comme c'est l'ETS. Puis on est arrivé, puis pour vrai, genre, comme quand tu arrives, puis tu domines une équipe, puis tu sais, juste le feeling, puis tu sais, on s'en allait au playoff après. Fait que, tu sais, le feeling qu'on avait, le momentum qu'on avait, je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où je me suis juste comme reculé un peu. J'ai regardé les gars célébrer, je suis comme waouh. Comme ça fait 3 ans que je travaille, ça fait 3 ans que ces gars-là travaillent pour qu'on soit là. Puis ça m'a comme percuté là qu'on est là, puis on mérite d'être là. Puis après ça, on s'en va pour faire notre meilleur match contre Lucas, mais malheureusement, ça aurait été mon meilleur moment si on avait gagné. Mais on n'a pas gagné. Puis mon pire moment pour de vrai, on va se le dire, là, le quart de finale contre Laval l'année passée. 5-0 à la mi-temps, puis s'amuser avec nous un petit peu en deuxième mi-temps aussi. Ça a été, tu sais, faire 3 heures de route, prendre une dégelée, mais une vraie, là, comme ils s'en voient rarement au foot, puis revenir. Ouais, non. Ça devait être silencieux dans l'autobus au retour. Là. On a tous dormi, je pense. Mais, pas bien en plus. Ce 5-0 à la mi-temps, ça terminait combien le match? Tu poses des questions un petit peu dangereuses. Ouais. On va dire des questions qui mieux vaut. Ça a fini 8-0. Okay, ça a fini 8-0. On va se rappeler du meilleur moment dans ce cas-là. Bon, Kev, je peux te laisser conclure? Puis moi, je vais devoir y aller.